Les mariages ne changent pas les gens. Une amélioration peut-être. Les mariages ne changent pas les gens. Posez la question à celles encore ceux qui sont mariés. Les mariages ne changent pas les gens. Les mariages révèlent. Si vous êtes infidèle avant le mariage, vous serez infidèle pendant le mariage. Croyez-moi. Oui. Si vous êtes têtu avant le mariage, vous serez têtu pendant le mariage. C'est ce qui fait en sorte que non, les mariages ouvrent les yeux. En fait, c'est d'abord des signaux qu'on ignore avant le mariage. Il y a toujours des signaux, mais quand vous ignorez ce genre de signaux, ça devient insupportable pendant le mariage. Oui, et justement, en parlant de ces signaux-là, ces signaux d'alerte qui devraient, en tout cas, interpeller plusieurs personnes en couple et leur dire, allez-y ou en tout cas, restez célibataires. Quels sont ces signaux, en tout cas, les plus pertinents, à mon avis, parce que je me dis, il y a quand même des choses qu'on pourrait laisser passer. Il y a plusieurs signaux avant le mariage. J'ai écrit ces livres comme une lampe que je vous lis poser sur un chemin trop souvent parcouru à tâtons ou encore au hasard. Les livres ici, c'est une expérience personnelle. D'accord. Je parlais de mon histoire dedans, ce que j'ai eu à traverser, la lumière que je voudrais porter aux autres. Aujourd'hui, tout le monde veut se marier, tout le monde veut entrer dans une relation. Et souvent, on ne nous dit pas comment, par exemple, éviter les relations toxiques, comment aimer pour de vrai, comment bien se marier. On entre dans des relations encore dans les mariages, de façon, je peux dire, au hasard. Les mariages, c'est un révélateur. Les mariages révèlent ce qu'on n'a pas eu à discuter en amour ou encore pendant les fiançailles. C'est quand on dit... c'est ça qui fait que non, les mariages ouvrent le jeu, c'est-à-dire des réalités du mariage. Oui. Le mariage agit comme un amplificateur. Un petit défaut qui vous a agacé dès le départ devient insupportable pendant le mariage. Et les signaux sont toujours là. On fait un choix actif de ne pas le voir. Pourquoi on fait un choix de ne pas le voir? Tout simplement parce que, vous savez, moi je dis toujours aux gens, souvent on ne tombe pas amoureux, encore amoureuse d'une personne. On tombe amoureux, encore amoureuse d'une image de la personne qu'on s'est créée dans notre esprit. Oui. Si vous cherchez une personne parfaite là pour épouser, vous allez rester célibataire. C'est impossible. C'est possible. Est-ce que vraiment ces livres auront un impact par rapport à la communauté? Justement, parce que moi je dis toujours aux jeunes gens, les divorces, même si cela est fait dans la paix, ça laisse toujours des cicatrices que c'est le silence qu'on a. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. C'est pas l'amour qui fait en sorte que non, les mariages puissent tenir pendant 5 ans, 10 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Si vous posez la question à ceux qui sont divorcés, ils vous diront toujours, je l'aime toujours, mais on ne peut plus vivre ensemble. Ok. C'est votre cas? Je l'aime toujours, c'est mais on un ne peut plus personnel, vivre ok. ensemble. D'accord. Alors, je l'aime toujours, mais on ne peut plus vivre ensemble. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'il existe un mariage sans illusion? Parce que, en quelque sorte aussi, cette illusion-là vous permet de tenir face à ses défauts. Il y a un des pasteur qui m'a dit que les illusions, là, c'est au début. On aime ça parce qu'au début, ça nous faisait comme ça. Ça te fait... Moi, je suis d'avis, par exemple, pour tout homme qui est vraiment sincère envers sa femme en ce qui concerne les finances. Ouais. Quand on vous paye, par exemple, vous prenez l'argent que non, ma femme, voici c'est comment payer. Vous présentez les tout, vous n'avez pas besoin de cacher. Pourquoi cacher? Il faut être sincère l'un envers l'autre. Est-ce que les hommes seront d'accord? Il faut être sincère. Montrer aux femmes. Vous savez, ma Marlène, la majorité des couples, je croyais d'abord que j'aurais un mariage parfait. Excellent. Oh, vous étiez au ciel. Excellent. J'avais craqué aussi la personne, en fait. J'étais tombé vraiment amoureux d'elle. Vous êtes tombé amoureux. C'est ça même le problème. Les problèmes, vous êtes tout a commencé tombé amoureux. Ça veut dire que vous n'étiez pas sur vos gardes. Justement, en fait. Okay. Lorsque quelqu'un vient faire la cour à une jeune fille, je pense que la première des choses que la fille doit poser à l'homme, c'est la question de savoir où vas-tu. Voilà. Parce que quand tu sais où il va, tu sauras comment l'accompagner. Très bien. Vous êtes en train de parler de la connaissance de soi. C'est très important de se connaître ses capacités, mais je pense aussi qu'il faudra ajouter ses limites. Très bien. Alors, quand on se rend compte qu'on est dans une relation toxique, les yeux sont déjà ouverts. Genre, j'ai déjà compris. Les yeux sont ouverts, mais les cœurs continuent à saigner. Les yeux sont ouverts, déjà, je sais que j'avais fait une bêtise. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Je crois la communication est la clé d'un couple. Oui.
La communication, il faut toujours discuter. Et moi, je dis toujours aux gens, quand vous discutez, il ne faut pas chercher d'abord qui a raison et qui a tort. Oui. Quand vous discutez, il ne faut pas chercher qui a raison et qui a tort. Vous devez être vrai et honnête. Au cas où il n'y a pas toujours de solutions, en tout cas, c'est conseillé de trouver quelqu'un qui peut les accompagner. S'il vous plaît, discutez de tout sauf de rien. Même le sexe, parlez-en. Voilà, moi je suis comme ça, moi j'ai fait déjà ça, moi je suis... Parlez de tout sauf de rien. Le mariage, c'est un sanctuaire. C'est un lieu où c'est le devoir. Il ne faut pas laisser la porte grandement ouverte. Les conseils, c'est bien, mais les conseils là ne doivent pas devenir des lois. Sinon, quand vous serez marié, vous serez face à un problème très sérieux. Très, très sérieux. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre déjà aujourd'hui à ces grands rendez-vous de réflexion, mais également des dialogues et surtout de vérité au sein de podcast Virgule. Wanika Lumuna, c'est moi. Je vais assurer la présentation. Et aujourd'hui, très chers spectateurs, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous en tout cas, chacun à son niveau. Que l'on soit célibataire, que l'on soit en couple, fiancé ou peut-être marié, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et moi, je vous dis à tous en tout cas, bienvenue. Installez-vous parce que ça commence avec des invités dignes de cette thématique croustillante. Il faut en tout cas que j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, l'on va parler de mariage, l'on va parler d'amour. On va parler de mariage. Vous savez... Il y a certains qui disent que l'amour rend aveugle. D'autres disent aujourd'hui que le mariage ouvre les yeux. Et bien sûr, pour ouvrir ces grands débats, je suis avec un invité spécial que vous connaissez sans doute. Monsieur Bruno, bonjour à vous. Bonjour Madame Wani, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Peut-être vous, hein? Ça va. Je vais très bien, merci. Vous êtes à l'aise, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Bienvenue en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation encore aujourd'hui. Merci. Alors, vous êtes coach, vous êtes entrepreneur et désormais écrivain, auteur d'un livre, d'un ouvrage en tout cas qui fait la une, hein, dans la ville de Bukavu, mais également dans les coins et recoins membres de la République démocratique du Congo. Un ouvrage qui parle d'amour, un ouvrage qui parle de mariage. Je ne sais pas pourquoi écrire sur ça. Pourquoi écrire sur l'amour Pourquoi écrire sur le fait que l'amour rend aveugle? Je ne sais pas si d'abord vous pouvez nous présenter, histoire que vous soyez un tout petit peu à l'aise. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai écrit l'amour rend aveugle et mariage ouvre les yeux? Tout simplement parce que aujourd'hui, tout le monde veut se marier, tout le monde veut entrer dans une relation. Et souvent, on ne nous dit pas comment, par exemple, éviter des relations toxiques, comment aimer pour de vrai, comment bien se marier. Et on entre dans des relations encore dans les mariages et des façons, je peux dire, au hasard. Oui. Voilà pourquoi j'ai écrit ces livres comme une lampe que j'ai voulu poser sur un chemin trop souvent parcouru à tâtons ou encore au hasard. Est-ce que ça vient de vous, d'une inspiration, ça vient d'une expérience? Les livres ici, c'est une expérience personnelle. D'accord. Je parlais de mon histoire dedans, ce que j'ai eu à traverser, la lumière que je voudrais porter aux autres. Justement, il faut quand même les dire, c'est déjà, à entendre le titre, c'est quand même attirant. Le mariage ouvre plutôt les yeux. Pourquoi? C'est sensible quand même qu'on se le dise. C'est sensible de dire le mariage ouvre les yeux. C'est comme si on était devant Moutoumonier, à l'ITC, macho. En fait, les mariages c'est un révélateur. Les mariages révèlent ce qu'on n'a pas eu à discuter en amour ou encore pendant les fiançailles. C'est quand on dit... c'est ça qui fait que non, les mariages ouvrent le jeu, c'est-à-dire des réalités du mariage. Oui. Le mariage agit comme un amplificateur. Un petit défaut qui vous a agacé dès le départ devient insupportable pendant le mariage. Voilà pourquoi moi j'ai dit toujours aux jeunes gens, avant le mariage, il faut bien discuter en fait. Il faut parler de tout sauf de rien. Il faut discuter sur l'argent, il faut discuter sur la famille,
Il faut discuter sur avoir une même vision, en fait, et la compatibilité. Sinon, quand vous allez vous marier, les mariages ne vont pas amener des problèmes. Ça va révéler ce qui était caché en vous, encore ce que vous avez caché envers l'autre. Les mariages vont révéler, ça va mettre en lumière. C'est ce qui fait en sorte que non, les mariages ouvrent les yeux, en fait. C'est d'abord des signaux qu'on ignore avant le mariage. Il y a toujours des signaux, mais quand vous ignorez ce genre de signaux, ça devient insupportable pendant le mariage. Oui, et justement, en parlant de ces signaux-là, ces signaux d'alerte qui devraient, en tout cas, interpeller plusieurs personnes en couple et leur dire, allez-y ou en tout cas, restez célibataires. Quels sont ces signaux, en tout cas, les plus pertinents, à mon avis, parce que je me dis, il y a quand même des choses qu'on pourrait laisser passer. Il y a plusieurs signaux avant le mariage, plusieurs même. Dans les livres, j'ai parlé des 19, mais il y en a plusieurs avant le mariage. Oui. Et les signaux sont toujours là. On fait un choix actif de ne pas le voir. Pourquoi on fait un choix de ne pas le voir? Tout simplement parce que la peur de perdre la personne est plus forte que la lucidité. Oui. C'est ça, cette peur-là. On s'est dit, si j'essaie de voir ça, peut-être la relation ne va plus continuer. Et ça va faire peur. Pardon, ça fait peur. C'est ce qui fait en sorte que non, on ferme les yeux. Il y a plusieurs signaux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je dois m'effacer pour exister. Je dois me sacrifier, en fait. Les compromis dangereux. Ça, c'est parmi des signaux, en fait. Oui, oui. D'autres signaux, par exemple, une petite discussion, encore dispute qui se transforme en un mur du silence. Oui. Vous discutez pour quelque chose. Après, je ne sais pas moi, il y a un mur du silence pendant 2, 3, 4 jours. Oui. Et sans nouvelles. Et puis quand la personne revient, c'est comme s'il n'y avait rien. Comme ça sont des signaux, en fait. Ah, ça, je l'ai lu quand même, hein, dans votre ça ouvrage. sont des signaux. Okay. Il y a aussi des signaux tels que l'indifférence, en fait. La capacité de gérer un conflit, encore un problème. Manque de communication. Oui. Tout ça sont des signaux avant le mariage. Les signaux sont toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours aimer avec lucidité. Il ne faut pas idéaliser la personne. Il faut voir la personne telle qu'elle est. La personne réelle. Et non que non, cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Parce que, vous savez, moi je dis toujours aux gens, souvent, on ne tombe pas amoureux, encore amoureuse d'une personne. On tombe amoureux, encore amoureuse d'une image de la personne qu'on s'est créée dans notre esprit. Oui. Que non, par exemple, Madame Moigny, elle est comme ça, j'ai créé une image dans mon esprit, en fait. Et je tombe amoureux de cette image-là. Et quand on est maintenant ensemble sur le même toit, l'image, elle tombe. Je suis maintenant en face d'une personne réelle. Et à la fin de la ligne de miel, c'est là où les problèmes commencent. C'est qu'on peut quand même comprendre qu'il y a des signaux qui apparaissent bien avant. Il y a toujours des signaux. Il y a toujours des signaux, très chers célibataires. Il y en a. En tout cas, regardez bien, observez bien, aimez avec lucidité. Mais cependant, vous parlez des compromis. Des compromis dangereux. Oui, oui. Est-ce que ça en vaut la peine finalement? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un mariage sans compromis, en d'autres termes? Les compromis dangereux dont j'ai parlé dans des livres, c'est par exemple s'effacer pour exister. D'accord. Par exemple, comme ça nous permet de comprendre par exemple, un peu plus facilement. s'effacer pour exister, comme je dis. Oui. L'amour, les vrais amours, encore véritable amour, ne nous demande pas de s'effacer pour exister. Oui. Je ne dois pas me sacrifier pour exister, au fait. Je suis moi, je dois rester la personne que je suis. Je ne dois pas prétendre être une autre personne pour que vous puissiez m'accepter. Je vous donne un exemple. Vous aimez par exemple aller dans des boîtes de nuit. Moi, par exemple, un serviteur de Dieu, je ne suis pas habitué à aller dans des boîtes de nuit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Juste pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez m'accepter, j'accepte de commencer à aller avec vous dans des boîtes de nuit. Je vais prétendre être une autre personne que je ne suis pas. Oui. Ce sont des compromis dangereux. À un moment, vous n'allez pas faire ça tout au long de votre vie. À un moment, ça va craquer, au fait. Vous allez stopper. Le véritable amour nous demande d'être honnête et sincère. On n'a pas besoin de s'effacer pour exister. C'est que dans la mesure où on n'a pas justement besoin de s'effacer pour exister, si l'on comprend bien, il s'agit plus de ne pas s'effacer pour des antivaleurs. Parce que là, vous partez dans la mesure où vous êtes pasteur, mais l'on vous demande d'aller en boîte. Non, ça c'est juste un exemple. Ça c'est juste un exemple. D'accord. Il y a plusieurs exemples en fait. Oui. Par exemple, j'ai donné un autre exemple. Vous aimez par exemple X chose, encore Y chose. Je dois me sacrifier juste pour vous faire plaisir en fait pour la chose. C'est ce que je veux tout simplement dire. Ce qui dérange un tout petit peu, en tout cas, c'est
cette cohabitation, cette communication? Parce que vous avez prôné également la communication. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans la communication, si pas cet ensemble de compromis pour une cohabitation, je ne sais pas, acceptable? Vous parlez de, excusez-moi pour la question, vous parlez de la cohabitation avant le mariage ou pendant le mariage? Avant. Ok. Quand si c'est pendant on le revient mariage, à la cohabitation, c'est en tout cas la relation. en fait, Oui, pour la que la relation, relation comme avance. je disais dès le départ, Oui, vous devez d'abord discuter de tout sauf de rien. oui. Et vous devez éviter des compromis dangereux. Je ne dois pas m'effacer pour exister. Je ne dois pas faire X choses pour que Naomi, Déborah, Nancy ou je ne sais pas moi qui puisse m'accepter, puisse m'aimer au fait. Oui. Je ne dois pas me sacrifier pour qu'on puisse m'accepter. L'amour véritable ne demande pas ça. Voilà pourquoi il est très important dès le départ d'être vrai. Il faut être honnête l'un envers l'autre. De parler de tout sauf rien. Évidemment, il est très important, il est primordial même de parler de tout, sauf de rien. En tout cas, il est important d'avoir cette communication facile. La communication est la clé d'un couple. Oui, La communication, il faut toujours discuter. Et moi, je dis toujours aux gens, quand vous discutez, il ne faut pas chercher d'abord qui a raison et qui a tort. oui. Quand vous discutez, il ne faut pas chercher qui a raison et qui a tort. Vous devez être vrai et honnête. Je vous donne un exemple, permettez. On est dans le mariage. Oui. Comme ça, on localise les débats, ça nous permet d'évoluer ensemble. On est dans le mariage et il faut qu'une femme parte travailler. Oui. Par exemple, à Goma, on est à Bukavu, il faut que la jeune dame parte travailler à Goma. Et son mari lui dit non, non, il faut que tu restes à la maison, peut-être pour de raisons familiales. Il y a les enfants qui sont là et moi je suis là. Tu vas laisser la maison à qui? Est-ce que là, c'est s'effacer au bien de sa famille, au bien de son mari? J'ai deux réponses à vous donner. D'accord? La première, c'est vous voulez laisser votre mari à Bukavu et aller travailler à Goma. À Goma. Pour votre développement, pour votre épanouissement. Très bien, pour votre développement, Oui, oui. épanouissement, tout ce que vous voulez. Oui, oui. Maintenant, ma question est la suivante. Qui va prendre soin de votre mari et de vos enfants? Et puis demain, vous allez dire que votre mari est infidèle. Non, il n'est pas infidèle, en fait. Vous avez laissé seulement la porte ouverte. Ça, ce n'est pas quand même s'effacer s'il fallait rester pour la famille, pour le mari et les enfants. Parce Moi, je que là, pense vous dans êtes tout. en train, si je... Moi, je pense dans tout, il Oui. faut... C'est ce que c'est moi, je toujours pourrais la appeler communication. compromis. les deux... Non, ça c'est... Là, maintenant, vous parlez à ceux qui sont mariés. Oui, oui, justement, parce que on est en train de discuter Moi, je parlais sur... des compromis dangereux d'abord pour ceux qui ne sont pas mariés. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit non, on localise. Ma question Ok. était bien structurée. Pour ceux qui sont Oui. mariés, là, c'est acceptable, en fait. La femme veut quitter Bukavu pour aller travailler à Goma. Les deux doivent discuter, en fait. Moi, je connais, par exemple, une famille ici. La femme travaillait, ou encore travaille au niveau de Equity BCDC. Les mariés est ici. Après la situation qu'on est en train de vivre, Oui, la femme a été mitée d'aller travailler à Butembo. d'accord. Et au moment où je vous parle, la femme, elle est à Butembo. Oui, Elle est mariée à Bukavu. Moi, je pense, comme je disais, il y a des réponses. La première des choses, vous voulez aller à Butembo ou encore à Goma, c'est bien, mais qui va prendre soin de votre mari? Des fois, il faut se poser ce genre de questions. c'est que tout tourne autour de la communication, tout tourne autour de compromis, tout tourne en tout cas... Voilà, il faut Oui. discuter avec votre mari. Qui va prendre soin de votre mari? Ça, c'est la première des choses. D'accord. La deuxième des choses, c'est la qu'à un moment, on peut communication. s'effacer aussi, qu'on soit dans le mariage ou non. Justement, les mariages, on accepte. D'accord, là, je vous comprends. Les je vous suis mariages, parfaitement. on est d'accord. Oui, Le compromis dangereux dont moi je parle, c'est plus Oui. pour ceux qui ne sont pas mariés. d'accord. Ça, c'est plus Mais pour qui ceux sont ne pas appelés mariés. à être mariés. Oui, Est-ce qui- qu'il faudrait avoir un comportement avant le mariage et le changer une fois marié? Répétez la question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible si on partait vraiment dans la logique selon laquelle on parle que pour ceux qui sont mariés, on s'est dit, ok, si vous êtes marié, vous avez la possibilité de vous effacer un tout petit peu pour le bien du ménage. Oui. Est-ce que avant que l'on ne soit marié, l'on doit plutôt éviter ces genres de compromis parce qu'on n'est pas marié? Parce Ok. que... Oui, Ah, oui. je vois, vous êtes en train de poser la question sur les compromis dangereux qui se trouvent dans le chapitre 3 du livre. D'accord, Je prends le temps d'abord de vous expliquer. oui. J'ai Je suis parlé en des tout cas- compromis dangereux dans le chapitre 3. Oui, Et d'abord, j'ai commencé par des signaux qu'on ignore.
Après les signaux qu'on ignore, j'ai parlé maintenant des compromis dangereux, là où beaucoup de gens s'effacent pour exister. Et plus loin, j'ai ajouté un autre chapitre, qui est le chapitre 4. Là où j'ai parlé de sacrifice maquillé en vertu, j'ai parlé aussi de la dette affective. Vous savez, quand vous vous sacrifiez pour quelqu'un, vous vous effacez pour exister. Au finish, il y a la facture qui arrive. Si la relation ne marche pas, vous allez entendre quelqu'un dire avec tout ce que j'ai fait pour vous, pour toi, voilà, vous me payez avec par monnaie de singe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Donc, avant le mariage, vous devez être vrais l'un envers l'autre. D'accord. Vous devez discuter de tout sauf rien. Ok. Vous n'êtes pas obligé de vous effacer pour exister. Avant et après le mariage. Non, non, pas après le mariage. Avant. Quand vous êtes marié, vous devenez un seul chair. C'est ce que la Bible dit. Oui. Vous n'allez pas dire, par exemple, à X personne qui est mariée que non, il ne faut pas être effacé pour exister. Pendant que la Bible dit, excusez-moi d'entrer dans le... Je suis chrétien. Non, en tout cas, c'est... La Bible dit, libre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour l'Église. Alors, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, à un homme qui est marié, qu'il ne faut pas se sacrifier pour sa famille. Non, ça c'est faux. Pendant les mariages, oui, on s'est sacrifié, dit que pour ma famille, je dois faire ça pour envoyer mes enfants à l'école, pour prendre soin de ma femme, tout ça, on s'est sacrifié, on s'est bat, on travaille, on doit aller au travail, on dit que je vais travailler, par exemple, de 7h, par exemple, à 18h, dès que je rentre, je dois lancer un business juste pour le bien de ma famille. Ça, c'est normal, c'est sacrifié pour la famille. Oui. Mais quand on n'est pas encore marié, Oui. on n'a pas besoin de se sacrifier pour exister, parce que la relation, on ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Si la relation ne marche pas, vous allez rester avec des blessures, en fait. Avant le mariage, en fait, il faut mettre un peu d'eau dans le vin, comme on Oui, dit. vous n'êtes pas encore marié. Il y a Ça des va. choses que vous pouvez faire pendant les mariages. Et il y a des choses que vous pouvez faire avant le mariage. Et est-ce que ce n'est pas exactement ça le problème? Parce que avant le mariage, on s'est dit il y a des choses que l'on peut faire parce qu'on ne sait pas si la relation va aboutir. Mais après, une fois dans le mariage, certains comportements changent. Est-ce que ces décalages-là n'est pas dû à cette incertitude d'engagement? Pas du tout. Je vous donne encore un autre exemple. Excusez-moi, Oui, oui. je vais parler de... C'est très important, comme ça c'est concret, ça nous permet de comprendre plus facilement. Quand nous parlons qu'il y a des choses qu'on peut faire avant le mariage, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire pendant le mariage. Oui. Par exemple, selon la Bible, encore selon nous les chrétiens, par exemple, il n'est pas recommandé qu'avant le mariage, qu'on puisse cohabiter ensemble. Commencer à faire des enfants, tout ça, sans pourtant être marié légalement, ou encore recevoir la bénédiction de l'Église. Oui. Vous ne pouvez pas cohabiter, en fait. Certes, il y a certaines personnes qui les font, je les respecte envers ça, mais il y a des choses, pendant les mariages, c'est normal, vous vivez ensemble, en fait. Mais avant les mariages, on est dans la phase où on est en train de se connaître. Oui. On doit avoir des réserves. Où on doit vraiment bien visualiser les signaux d'alerte et tout. Justement. On ne va pas ouvrir la porte, on ouvre la porte et on fait n'importe quoi, en fait. D'accord. Parce que si la relation ne marche pas, vous allez faire comment? Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un dire qu'au moins on m'a brisé les cœurs et tout ça. Et là, c'est compliqué, en fait. Donc, il y a des choses qu'il faut faire avant le mariage. L'amour véritable, j'insiste, ne demande pas de s'effacer pour exister. Oui. Il y a certaines personnes qui s'effacent pour exister. Vous n'êtes pas obligé de vous effacer pour exister. Que non, je vais faire ça, je vais m'endetter juste pour payer vos factures, je vais faire ça. Ça, vous êtes en train de vous effacer pour exister. Et au final, si vous n'êtes pas obligé, par exemple, de payer de dettes, on va vous arrêter, au fait. Et par rapport à cette... là, en tout cas, je crois que ça se comprend plus facilement. Et toutefois, par rapport maintenant à cette peur-là de ne pas perdre l'autre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Comment gérer effectivement cette peur-là par rapport aux signaux? C'est là où les problèmes commencent. Oui. C'est là où les problèmes commencent. La peur de ne pas perdre l'autre. Oui. Dès qu'il y a la peur en vous... Parce que ce n'est pas un combat légitime. Dès qu'il y a la peur en vous, vous n'allez plus aimer quelqu'un avec les yeux ouverts. Oui. Pendant qu'il faut aimer quelqu'un avec les yeux grandement ouverts. Vous vous dites que cette personne est réelle. Ce n'est pas une personne idéale. Ce n'est pas une personne parfaite. Vous devez aimer avec les yeux ouverts. Et quand vous allez arriver dans les mariages, dès que vous êtes face à un problème, vous-même, vous allez vous dire, ça, j'avais vu ça déjà avant le mariage. Donc, je ne suis pas du tout surprise. J'avais déjà vu ça. Mm. Mais quand vous aimez avec les yeux fermés,
avec la passion là du début, les illusions. Là, c'est la peur là qui vous fait en sorte que non, votre visage puisse être voilé au fait des illusions. Que non, la personne, si j'ai dit ça, peut-être... Non, il faut être vrai. La personne va partir, peut-être. Oui, mais si la personne va partir, il faut la laisser partir. Oui. Il faut la laisser partir. Il faut aimer pour des vrais. Vous aimez pour des vrais et il faut parler. Voilà pourquoi moi j'ai dit il faut parler de tout sauf de rien. Il faut être sincère. Il faut être honnête envers soi-même, il faut être sincère. Il faut aimer avec lucidité. Il faut réunir le cœur et la raison. C'est-à-dire les sentiments et la tête, le cerveau. Et c'est comme ça que vous pouvez faire un très bon foyer. Si vous partez seulement avec les illusions, encore les sentiments, là c'est compliqué. Les sentiments veut dire la peur. Le cerveau et le cœur veut dire avec les yeux ouverts. Là, il n'y a plus de peur en fait. Moi, mon humble avis, si par exemple les choses ne marchent pas, dans les livres j'ai parlé, je ne sais pas si c'est dans, je pense, chapitre 6, j'ai parlé de... Des fois, il faut avoir du courage de dire à quelqu'un que non. Par exemple, vous êtes une bonne personne, mais je ne pense pas qu'on est censé être ensemble. Oui. Ça, il faut quand même du courage. Il faut du courage. C'est de lucidité, justement. Voilà. Vous êtes une bonne personne, Oui. mais je ne me vois pas avec vous, en fait. Donc, je ne suis pas en paix avec vous. Mais si, par exemple, il y a la peur en vous, je ne pense pas que vous pouvez dire ça à quelqu'un, que vous êtes une bonne personne, mais on ne peut pas vivre ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Si la personne veut partir, il faut la laisser partir. Je crois que vous l'avez dit, il faut du courage. Justement, il faut cette conscience que l'on se dise, ben voilà, cette personne n'est pas bonne pour moi, je m'en vais. Cette personne n'est pas faite pour moi. Mais que pensez-vous de ces personnes qui se battent pour que leur partenaire, quand même, essaie de s'améliorer? Ces personnes qui se disent, bon, je reste un tout petit peu, histoire de voir si ça va évoluer, histoire de voir si il va changer. Est-ce que c'est un combat noble? Il va ou pas changer du pendant tout? les mariages ou avant le mariage. Alors, pendant le mariage, justement. La personne ne change pas pendant le mariage. Oui. Les mariages ne changent pas les gens. Une amélioration, peut-être. Les mariages ne changent pas les gens. Posez la question à celles encore ceux qui sont mariés. Les mariages ne changent pas les gens. Les mariages révèlent. Si vous êtes infidèle avant le mariage, vous serez infidèle pendant le mariage. Croyez-moi. Oui. Si vous êtes têtu avant le mariage, vous serez têtu pendant le mariage. Ne croyez pas que si vous êtes infidèle pendant avant le mariage, quand vous serez marié, vous ne serez plus infidèle maintenant. Je ne sais pas. Le Seigneur aussi peut intervenir. Ah, c'est ce que j'allais dire. Hein, parce le que Seigneur aussi peut intervenir. Parce que dans chaque règle, justement, vous dites que vous êtes chrétien. Et moi, je justement, me dis que le pouvoir aussi du Seigneur, dans ses combats. Le Seigneur peut aussi intervenir. Oui. Mais les mariages ne changent pas les gens. N'allez pas avec l'idée que non, la personne changera. Ça, c'est parmi les erreurs que j'ai eu à commettre avant le mariage. Il y a eu des choses que j'avais vues avant le mariage et je me disais que non, quand on va se marier, la personne va changer. La personne ne change pas. La personne ne change pas. C'est qu'à chaque fois que l'on coche, en tout cas permettez que je le dise comme ça, à chaque fois que l'on coche ces signaux d'alerte, l'on est supposé partir, l'on est supposé abandonner et dire bon, ça n'ira pas, tu es une bonne personne. Mais vous savez, avant les mariages, oui. Avant les mariages et pendant les mariages, les cœurs révèlent seulement ce qu'il avait déjà su avant. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On sait que, par exemple, ce n'est pas elle la personne, mais on s'est dit, bon, on va essayer. On va essayer, je crois que ça va marcher. Oui. Vous-même, là, souvent, je me rappelle à Kinshasa, nous, on dit sixième sens. Oui. Vous allez sentir vous-même que non, il y a quelque chose, mais on va quand même essayer, en fait. La personne, elle est là, on va essayer, en fait. Oui. Et quand vous êtes maintenant marié ou encore pendant le mariage, le cœur va seulement révéler ce qu'il savait déjà bien avant. Ça, je peux le concevoir, je peux en tout cas parfaitement l'admettre. Le cœur pourra confirmer ce qui était révélé, ce qu'il savait déjà avant. Ce que l'on savait déjà bien avant. C'est logique, en tout cas, en quelque sorte. Mais moi, je me dis, sur combien de cas les personnes sont restées mariées alors qu'au début, ce n'était pas vraiment ça. Je ne sais pas si vous me comprenez un tout petit peu. Je vais revenir même dans l'histoire de nos parents. Un exemple typique d'une mère qui te dit babé nous alikuwa kaivi mwanzo mais akakiaka changé. Que pensez-vous de cette catégorie de ces personnes qui arrivent quand même à survivre, qui arrivent à s'en sortir malgré qu'au début de leur mariage, ce n'était pas facile. Malgré qu'au début de leur vie conjugale, en tout cas, c'était
totalement le contraire. Pourtant, le cœur savait. Le cœur ressentait déjà de choses au départ, avant le mariage. Mais une fois dedans, effectivement, ce que vous êtes en train de dire, ça ne va pas. Mais plusieurs années après, tout en m'effondant sur plusieurs histoires de nos mères, oh, babeno alikuwa kana piga. Je ne l'encourage pas tout naturellement. Babeno alikuwa kana nalewa sana, mais akakia acha. Babeno alikuwa kana faivi, mais akakia acha. Que pensez-vous de ces changements, de cette évolution-là? Est-ce qu'il faudrait que bazazie tous nos mères partent à un moment assez wana, tunabiacha na lilikuwa na juu? Une très bonne question. En fait, quand je suis en train de dire que la personne ne changera pas, Oui. encore quand je suis en train de parler d'aimer avec lucidité, je vais tout simplement dire qu'il faut aimer avec les yeux ouverts parce que vous ne trouverez jamais quelqu'un, une personne parfaite. Tout naturellement. Si vous cherchez une personne parfaite là pour épouser, vous allez rester C'est célibataire. impossible. C'est impossible. Mm. Chaque personne a des qualités, a aussi des défauts. Je vous suis, en tout cas. A aussi des défauts. Maintenant, Oui, imaginez par exemple, vous êtes une personne qui a par exemple X red flags ou encore signaux ignorants avant le mariage. oui. Ou encore défaut X. Déjà avant le mariage, je vois ça déjà en fait. Que ma sœur, encore mon épouse Wani, a par exemple X choses comme défaut. Par exemple, ça elle aime ça, ça elle n'aime pas. Ça je sais déjà avant le mariage. Et quand on est maintenant marié, c'est normal que je vous laisse le temps de changer et tout ça. La personne ne changera pas. Mais moi je suis en train de parler avec l'idée que nous, surtout nous les jeunes gens, aujourd'hui là, on est plus focalisé sur l'événement du mariage ou encore j'ai juste besoin d'être marié, avoir une femme à la maison, Oui. que de discuter des vrais problèmes. On essaie de construire les mariages sur des futilités, au fait. Sur les jours du mariage, on va se marier, par exemple, dans X salle de fête, Ok. Y salle de fête, à la place de Dress code discuter, et tout et tout. de se poser des bonnes questions. De voir la personne réelle et non la personne idéale. Pardon, j'ai une petite question en tout cas, avant que vous ne puissiez continuer. Dans combien de temps on est supposé, dans les fiancés en tout cas, savoir que la personne est vraie et réelle? Sur quelle durée? La durée, je ne sais pas si je dois dire la durée, mais je vais vous parler seulement dès le départ, il faut être vrai. Oui. Faut Mais être oui, vrai. je veux bien que je sois vraie dès le départ. Mais on est à deux. Moi, je peux bien être vraie, mais je dois aussi avoir un peu de temps pour savoir et aimer, comme vous le répétez autant de fois avec lucidité. Il me faut combien de temps? On n'a pas besoin de temps. Quand vous parlez déjà avec une personne, déjà dès les premiers jours, il faut être vrai l'un envers l'autre. Non, mais là, quand même, on est en train de dire qu'on doit parler des sujets sérieux, l'on doit parler d'argent, l'on doit parler, je ne sais pas, de l'intimité. Il faut quand même un Il faut peu de être vrai. temps. On n'a Vrai, pas besoin de mais plus on n'a de pas temps. On a besoin de besoin. temps. Donc, il faut vider tous les sujets en 2 mois et tout. Je voulais citer En le tout nom cas- d'une personne, je ne vais pas citer le nom Ok. d'une personne. d'une Non, vous dame pouvez quand que même j'ai donner reçue. l'exemple, Ok. comme ça rend Je complet. vais parler le nom il y a une dame qui Ok. m'a dit que non, le jour où son mari l'a fait la course, c'est le même jour qu'elle va accepter. Donc, pour moi, c'est. C'est y a pas de déjà problème. bon. Il n'y a Ouais, c'est pas de déjà bon. problème. Non, si c'est le même jour. D'accord, ça pourquoi c'est pas c'est déjà la genèse de la chose. Maintenant, pour te connaître, j'accepte certes le même jour. Maintenant, je te connais comment avant. Je parle de toi, des sujets sérieux je ne sais pas. Pour connaître Sur quelqu'un, quelle vous posez la durée? question comment connaître quelqu'un on sait Non, quelle non, je durée. suis en train de parler des durées. La durée, ça dépend en fait de ce que vous discutez. Vous êtes Oui. ensemble pendant, je ne sais pas moi, 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, une année. Oui, Mais la meilleure question, pendant votre, je ne sais pas moi, relation fiançailles, vous parlez de quoi exactement? Vous parlez de quoi? Vous voyez où exactement? À mon humble avis, pour mieux connaître la personne, on n'a pas besoin d'abord de dire, on n'a pas aussi besoin de... La meilleure question, c'est comment en fait? Où et comment? ok. Imaginez par exemple, vous voyez que dans des restaurants du 1er au 30, comment vous allez connaître quelqu'un dans des endroits superficiels? Donc ce n'est pas la durée, c'est comment, qu'est-ce que vous discutez? Moi, souvent quand je vois les jeunes gens ensemble dans une relation, je me pose la question, vous parlez de quoi exactement?
Vous êtes fiancés pendant une année, pendant 6 mois, vous discutez. Maintenant, on doit parler de quoi? Exactement. On doit parler de quoi? C'est une question, vrai. On doit Vous parler devez de parler quoi? de tout sauf rien. Vous devez parler des visions sur, par exemple, comme je disais, sur D'accord. l'argent dès le départ. La- Vous devez discuter sur le mariage. Vous devez discuter sur les enfants. Vous Ok. devez discuter sur le sexe, excusez-moi. Vous devez discuter sur la famille, les amis, là où vous allez même rester. D'accord. Là où vous allez rester. Il faut discuter sur ça. Il ne faut pas dire que non, ça c'est tabou, on doit parler de ça, ça on ne doit pas parler de ça. Non. Vous devez parler de tout sauf rien. Moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Voilà. Ça passe plus facilement, c'est concret, je trouve. L'on doit parler de tout sauf de rien. Pour en tout cas passer peut-être à évoluer avec les débats, j'ai quand même une question. Allez-y. Est-ce que vous pensez que finalement, ce sont les personnes qui ferment les yeux, ce sont les personnes qui sont aveugles et pas l'amour? Parce que moi, je me rends compte que... L'amour ok, n'est pas aveugle, madame. Oui. L'amour n'est pas aveugle. Oui, Mais ce sont nous, en fait, nous les Oui. êtres humains, qui fermons souvent les yeux à certaines choses. On choisit ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut pas voir. C'est comme ça que l'amour nous rend aveugles. oui. C'est-à-dire, il y a la passion là du début, les sentiments là, des fois qui montent, des fois qui descendent, pion, pion, pion. Les sentiments là qui font en sorte que non, des fois on ferme les yeux. On tolère des choses qui, objectivement, qui devraient nous tiquer. D'accord. Mais l'amour en soi n'est pas aveugle. D'accord, justement, l'amour... Et quand vous aimez avec lucidité, vous ne serez jamais aveuglé. L'amour rend aveugle ceux qui aiment avec, sans lucidité, en fait. Avec c'est- plus de tolérance. Avec plus de tolérance, avec les sentiments, en fait. légèreté, Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Celles ou ceux qui aiment avec lucidité sont... Là, Comme ça, là. je sais que ceux qui sont en train de nous capter se disent bah, cette chose, finalement, c'est pas facile, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les immatures. Mais quand même, vous nous dites en même temps, l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. L'amour rend aveugle, le mariage ouvre les yeux. Le mariage ouvre les yeux. Parce qu'on n'a pas su aimer au départ avec lucidité. Mais en même temps, j'aimerais vraiment comprendre le fait de dire que le mariage, du moins, ouvre les yeux. Comment éviter cela? Au-delà même de dire que aimer avec lucidité, quels sont maintenant les... Hein? Je ne sais pas. Moi, je pense, les comme techniques, quoi. j'ai parlé de ça dans les livres, d'abord, il faut se connaître d'abord. Il faut d'abord se connaître. Qui suis-je, moi? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux? Il faut se poser de bonnes questions. Il faut apprendre à être d'abord bien seul avant d'être à deux. Et il faut entrer dans des relations par choix et non par besoin. Il faut d'abord se connaître. Qui suis-je? Moi, là, moi, je suis qui? Oui. Quelle relation je veux? Je veux seulement être dans une relation avec quelqu'un ou je veux entrer dans une relation par choix et non par besoin? C'est là où les premiers problèmes commencent. Il faut se poser de bonnes questions. Apprenez d'abord à être seul. Apprenez d'abord à être, excusez-moi, par exemple, une femme indépendante, avant de penser à chercher un homme, en fait. Sinon, vous allez chercher une béquille à la place d'un lien. Ok. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui pensent que le mariage, je dois me marier parce que j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de quelqu'un qui doit prendre soin de moi. Ça, c'est déjà une mauvaise motivation, c'est un mauvais départ. On ne se marie pas parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi. On ne se marie pas parce que on cherche une béquille. Il faut d'abord se connaître. Alors, je vous donne un exemple des jeunes qui se disent, nous allons d'abord vivre ensemble, comme ça, on va voir si plus tard, on pourrait éventuellement légaliser notre union. Que pensez-vous de ces jeunes, en tout cas, qui peut-être éventuellement nous suivent en ce moment et qui se disent, ben voilà, peut-être c'est mieux que l'on puisse cohabiter ensemble et après, on pourra légaliser comme ça. Le mariage ne nous ouvrira pas les yeux. On sera préparé, on sera déjà... Bon, pour certaines personnes, ça marche. Mais pour d'autres, ça ne marche pas. Et vous encouragez ou vous n'encouragez pas? Parce qu'il faut quand même que je sois honnête avec vous. Hein. Quand l'on dit le mariage ouvre les yeux, je ne sais pas la révélation derrière ces titres en tout cas. Certes, ça vient d'une expérience personnelle, mais quand même, qu'est-ce que vous transmettez? Je comprends. Là où vous dites que non, vous voulez que les jeunes évitent les erreurs. Vous voulez que les jeunes soient un peu plus attentifs aux red flags. Je comprends parfaitement. Mais avec ces titres, qu'est-ce que vous voulez transmettre émotionnellement aux jeunes? De la peur, du courage. Qu'est-ce que vous transmettez? En fait, le livre ici, c'est pas
Les livres, ici, n'est pas un réquisitoire contre l'amour. Ce D'accord. n'est pas non plus une critique du mariage, en fait. D'accord. C'est un miroir lucide, en fait. Une lampe que, comme je disais au départ, vous lui déposez sur un chemin trop souvent parcouru à tâtons. Et je suis en train de dire aux jeunes gens, il y a eu des erreurs que nous, on a eu à commettre. Attention, en fait, attention, ne commettez pas des mêmes... Attention, attention, ouais. attention. Mais justement, un jeune est supposé lire ces livres pour qu'il soit prudent, pour qu'il soit prévenu. Si je comprends en tout cas bien votre démarche, hein, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si l'objectif en tout cas de prévenir n'était pas atteint, mais à la place, est-ce que vraiment ces livres auront un impact par rapport à la communauté? Justement, parce que, vous savez, moi je dis toujours, moi je dis toujours aux gens, moi je dis toujours aux jeunes gens, les divorces, même si cela est fait dans la paix, ça laisse toujours des cicatrices que c'est le silence connaît. Les gens qui sont divorcés, des fois, se posent des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Voire même ceux qui sont dans des relations toxiques. Oui. Des fois, ils arrivent à se poser encore, à se demander pourquoi je me suis retrouvé ici. Peut-être, il y en a d'autres, qu'on leur avait prodigué des conseils. Mais à cause de la passion dans le début encore, à cause de l'amour, ils ou elles avaient négligé. Voilà pourquoi on est en train de sensibiliser les jeunes gens. Comment protéger les couples. Comment aimer avec lucidité. Certes, les livres ne vous dira pas comment épouser quelqu'un, qui épouser. Qui est la bonne personne. C'est pas Emmanuel les règles. Ça ne va pas vous dire ça, que voici la bonne personne. Mais les livres veulent seulement vous ouvrir les yeux en vous disant voici les signaux que vous ignorez. Ça, c'est la passion du début. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour exister. Il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que je l'aime pour ce qu'il est, encore pour ce que je veux qu'il devienne? Oui. Est-ce que, si la personne ne change pas, j'accepterai toujours de vivre toujours avec elle ou non? Vous voyez? Oui, oui, je vous suis. Voilà pourquoi. Et j'ai écrit ces livres. J'ai écrit ces livres parce que, surtout nous les jeunes gens, nous croyons que quand on est amoureux d'une femme, oui, mais... encore quand on est amoureuse, on croit que l'amour suffise en fait. Oui. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. C'est pas l'amour qui fait en sorte que non, les mariages puissent tenir pendant 5 ans, 10 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Si vous posez la question à ceux qui sont divorcés, ils vous diront toujours, je l'aime toujours, mais on ne peut plus vivre ensemble. Ok. C'est votre cas? Je l'aime toujours, c'est mais on ne peut plus personnel, vivre ok. ensemble. D'accord. Alors, je l'aime toujours, mais on ne peut plus vivre ensemble. Oui. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre pour aider les jeunes gens. Pour aider, non pas pour faire peur à ceux-là qui aimeraient bien s'engager. J'encourage d'ailleurs tout le monde. Ouais. Ça, c'est très important à insister là-dessus parce que je ne voudrais pas que ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments se disent « Ah, ouvrez les yeux comment ?» Donc, je laisse ces affaires. C'est très important. On encourage, mais ce qu'il faut faire plutôt, c'est aimer avec lucidité. Il faut aimer avec lucidité, il faut aimer avec les yeux ouverts. Oui. Et il ne faut pas idéaliser la personne. Surtout ça, il faut idéalisez pas votre partenaire. Que non, il est comme ça, ou encore il est comme ça, il est comme ça. Non, il faut voir la personne réelle. Mais, pardonnez, est-ce que lorsque l'on dit qu'il ne faut pas idéaliser la personne, en quelque sorte, à toi bien et tout, naïa sifanyata et formoya? Quand on dit qu'il ne faut pas idéaliser la personne, oui. On croit, par exemple, je vous donne un exemple. Parce qu'il y a quand même des personnes qui, mais en a évolué positivement. Je vais vous expliquer quand je dis qu'il ne faut pas idéaliser votre partenaire. C'est tout simplement, je veux tout simplement dire, pardon, les images qu'on crée dans la tête sur la personne. On croit que la personne, elle est une personne parfaite. Elle n'a pas de défauts, elle est comme ça. On commence à se faire des projections dans la tête. Voire même des projections de mariage. On va se marier sur tel endroit, on va faire ça, on aura des beaux enfants, on va vivre comme ça, mais un couple parfait. Parlez là où vous allez discuter sur là où encore penser sur là où vous allez célébrer le mariage. Oui. Ça, c'est pas du tout mauvais. Mais idéaliser la personne. Croyez que c'est une personne parfaite, qui n'a pas de défaut. Là, c'est un problème. Je vais tout simplement dire, encore je suis en train de transmettre quelque chose en disant
Et l'illusion qu'on fait avant le mariage, les illusions là qu'on fait, on se dit les mariages, les mythes du mariage. Voilà pourquoi je suis en train de parler de... Ça, c'est même le 7e chapitre, mais je suis en train de parler de notre livre, Les mythes du mariage et révélateurs. Ou même, il y a un autre, les illusions des célibataires face au mariage. Justement, en fait, les illusions qu'on fait, la projection de l'image de la personne, des partenaires, en fait. Les illusions, là, ça, c'est même les 2e chapitre du livre. Les illusions qu'on fait, la passion dans du début. On justifie des choses qui devaient nous déranger, en fait. Alors, ces illusions-là, fait en sorte que non, quand on est maintenant marié, à la fin de la lune de miel, les choses commencent en fait. On voit la personne réelle et non la personne idéale ou encore la personne qu'on avait idéalisée dès le départ. Et c'est là où on dit les mariages ouvrent les yeux. C'est à la fin de la lune de miel. C'est là où même dans beaucoup de couples, encore plusieurs couples, les problèmes commencent à la fin de la lune de miel. Quand je parle de lune de miel, je ne parle pas d'une semaine avant une semaine là. C'est la période là, ça peut vous prendre peut-être 4 mois, ça peut prendre peut-être 5 mois, ça peut prendre peut-être 2 mois, ça dépend d'un couple à l'autre. Mais c'est à la fin de la lune de miel que les problèmes commencent. On voit la personne réelle. Vous savez, pendant les mariages, on peut prétendre être une personne qu'on n'est pas. On peut prétendre. Je vais faire ça pour faire à Madame Wani plaisir. Je vais faire X, Y, Z pour faire plaisir. Mais on ne peut pas prétendre toute sa vie. Ah, c'est quand même vrai. On ne peut pas prétendre ça dans le mariage. C'est la raison pour laquelle je dis que les mariages ouvrent les yeux. C'est-à-dire, dans les mariages, vous n'allez pas prétendre. Vous allez vivre ce qui est réel, ce que vous êtes exactement. Alors, les mariages vont maintenant révéler ce qui était caché en vous, en fait. Ce que vous avez caché dès le départ. Quand vous étiez encore célibataire, encore fiancé. Ça va maintenant sortir. Et est-ce que vous pensez qu'il existe un mariage sans illusion? Parce que, en quelque sorte aussi, cette illusion-là vous permet de tenir face à ses défauts. Il y a un pasteur qui m'a dit que les illusions-là, c'est au début. On aime ça parce qu'au début, ça nous faisait comme ça. Ça te fait... Alors, tu as dit qu'on aime... Non, oui. mais quand vous aimez quelqu'un avec lucidité... Quand vous aimez avec lucidité, je ne pense pas qu'il y a la place pour l'illusion. Parce que vous aimez une personne idéale. L'illusion, donc, quand je parle de l'illusion, je fais allusion, quoi. Je fais allusion à l'idée qu'on s'est dit, Wani, elle est comme ça, il 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 est comme ça. Mais en réalité, peut-être c'est le contraire de ce qui est dans mon esprit. C'est ce genre d'illusion dont moi je parle. Mais si, par exemple, dès le départ, je sais, par exemple, vous êtes colérique. Je sais, par exemple, non, vous êtes impatiente. Ça, je sais, par exemple, dès le départ. Que non, mon épouse, par exemple, est impatiente. Oui. Mon épouse est, par exemple, colérique. Mon épouse est trop calme ou je ne sais pas moi quoi. Quand on est maintenant ensemble encore à ces moments-là, qu'on est ensemble, je ne serais pas du tout surpris. Je vais me dire, je savais déjà tout ça dès le départ. Maintenant, c'est à moi d'être maintenant patient. Et pas à elle aussi de s'améliorer? Justement, elle peut s'améliorer. Je vis des gens qui ont changé pendant le mariage. Mais vous acceptez quand même ces caractères-là? Justement. Ces défauts. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vu ça avant le mariage. Et c'est là où je m'en vais quand même vous poser une question. Est-ce que vous pensez que pour se protéger de ces défauts-là réels, ces défauts vrais, est-ce qu'il faudrait cohabiter avant? C'est dire, ben voilà, comme ça je saurais si elle est fâchée, je dois réagir comme ça. Pas du tout. On n'a pas besoin de cohabiter avec la personne pour connaître la personne. On peut cohabiter avec la personne sans connaître la personne. C'est que la cohabitation avant le mariage n'a aucun impact sur le fait de connaître la personne. On n'a pas besoin de cohabiter avec quelqu'un pour le connaître. Il suffit de discuter, il suffit de voir la personne. Justement, après... vous devez seulement, même, vous pouvez rester comme vous êtes, par exemple chez vous, lui aussi chez lui, mais vous passez des moments ensemble et pas dans des endroits superficiels. Quand je parle des endroits superficiels, je parle par exemple des restaurants et des endroits où, je ne sais pas moi, 4 murs et ainsi de suite. Là, vous n'allez pas connaître quelqu'un. Vous avez besoin de passer du temps ensemble, mais discuter. C'est pareil que cohabiter. C'est mieux d'ailleurs. Non, cohabiter dont vous parlez de vivre dans Vivre ensemble, oui, oui. Non, moi je ne parle pas de ça en fait. D'ailleurs, nous en tant que chrétiens, la Bible ne nous recommande pas ça. Oui. Mais je ne suis pas là en train de condamner. Parce qu'il y a certaines personnes qui les font et je respecte cela en fait. Vous n'avez pas besoin de cohabiter avec la personne pour la connaître. Parce que même ceux qui sont mariés, posez la question à ceux qui sont mariés, encore celles qui sont mariées pendant 10 ans, 15 ans, ils vous diront,
que même si on a fait 10 ans, mais chaque jour qui passe, j'apprends à lui connaître. Oui. C'est que la cohabitation n'est pas suffisante, n'est pas une Pas du tout garantie suffisant. pour connaître la Pour personne. mieux connaître la personne, comme je disais d'abord, il faut être honnête d'abord envers soi-même et envers l'autre. Il faut être sincère envers soi-même et envers l'autre. Il faut aimer avec lucidité. Vous devez discuter de tout sauf rien. Vous devez partager la même vision sur l'argent. Vous devez partager la même vision sur la famille. Vous devez partager la même vision sur Dieu ou encore la religion. Vous devez partager la même vision sur là où vous allez rester. Parce que ça aussi, c'est un problème. Oui. L'homme, par exemple, travaille à Kinshasa, la femme travaille à Bukavu. Après le mariage, la femme va vous dire, moi, avec mon travail, je ne peux pas quitter Bukavu pour aller vivre à Kinshasa. Je ne vais pas perdre mon travail. En tout cas, si tu veux rester avec moi, tu n'as qu'à venir rester avec moi à Bukavu. Ça, c'est déjà un problème. Je connais une sœur à Kinshasa Oui. qui me disait une fois que moi, l'homme qui va m'épouser, elle travaille à l'Eurobank. Elle dit, moi, l'homme qui doit m'épouser, doit coûte que coûte accepter de rester à Kinshasa. Coûte que coûte. Il y a déjà un problème dès le départ. Donc, vous devez discuter de tout sauf de rien. Pour faire de compromis ensemble. Justement, avant le mariage. N'entrez pas dans les mariages parce que vous voulez entrer dans les mariages. Entrez dans les mariages parce que vous avez tout discuté. Et par rapport à ces compromis, excusez, est-ce que vous ne pensez pas que justement, il y aura une personne qui sera lésée? Je ne pense pas qu'une pour personne... le bien du couple, pour le bien de vous deux, vous dites, ok, moi je ne quitte pas Bukavu, je ne quitte pas Kinshasa. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une personne sera lésée parmi... Je pense que vous devez trouver un terrain d'attente ou encore terrain neutre. Et si on n'a pas, vous Non, partez? mais comme vous êtes marié, vous allez partir comment? Vous êtes déjà marié. Ok, Vous êtes censé rester. oui. Donc, voilà pourquoi, avant même d'arriver dans les mariages, discutez de tout sauf de rien. S'il vous plaît, discutez de tout sauf de rien. Même les sexes, parlez-en. Voilà, moi je suis comme ça, moi j'ai fait déjà ça, moi je suis... Parlez de tout sauf de rien. Sinon, quand vous serez marié, vous serez face à un problème très sérieux. Très, très sérieux. Bon, en tout cas, je crois que c'est le plus important. Parler de tout sauf de rien. Discuter. L'amour, oui, mais aimer avec lucidité. Bien sûr, un livre qui est disponible tout naturellement. En tout cas, ici chez nous à Bukavu. Ici chez nous à Bukavu, il y en a à la librairie Sim et Comédie Club aussi, il y en a. Et à l'église Philadelphie Cité d'Exaucement, il y en a aussi. Il y a des copies là-bas. Et en même temps, l'église Pain de Vie aussi, il y en a. Et à Goma aussi. À Goma, c'est à l'église Arche. Phila Cité d'Exaucement à Goma. Et aussi Un jour nouveau Goma. En tout cas, c'est disponible, n'hésitez pas. À Kinshasa aussi, c'est disponible. Et c'est disponible aussi en ligne, sur Amazon et tant d'autres. D'accord, très chers amis, n'hésitez pas de vous en procurer pour plus comprendre en détail ce qu'il en est en tout cas. Merci entre-temps de nous avoir suivis. Ça continue chez Virgule Podcast. Alors, Monsieur Bruno, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir sur ce plateau de Virgule Podcast. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée de vous avoir parce que, rassurez-vous, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup de questions à poser déjà. Ok. L'amour en règle. Les mariages ouvrent les yeux. Les mariages ouvrent les yeux. Certainement que lorsque vous avez écrit ces livres, vous aviez aussi des illusions en tant que célibataire. Justement, oui. Lorsqu'on entre dans les mariages, on vient avec une image de ce que l'on veut. Parlez-nous de ces illusions-là. Quelles sont les illusions que vous aviez lorsque vous étiez en train de vous marier? D'abord, je croyais d'abord que j'aurais un mariage parfait. Parfait, là. Parfait, sans problème. Okay. Sans problème. Et ça sera un amour vraiment... je ne sais pas si je dois dire un amour rose ou encore tout sera excellent. Non, vous étiez au ciel. Excellent. Et aussi, je croyais que l'amour seul était suffisant, en fait, à l'époque.
il y a une chose que je vais vous révéler aussi aujourd'hui, c'est... j'avais craqué aussi la personne, en fait. J'étais tombé vraiment amoureux d'elle. Vous êtes tombé amoureux. C'est ça Amoureux même de le la problème. personne. Les problèmes, Vous tout êtes a commencé tombé bête. amoureux. Ça veut dire que vous n'étiez pas sur vos gardes. Justement, en fait. Ok. Alors, j'avais tellement idéalisé la personne. Aussi, un autre problème, c'était avant le mariage, j'avais dessiné la personne que je vais épouser. Ok. Je me disais, la personne doit, par exemple, peser 65 kilos. Ok. Et telle taille, elle doit être comme ça, ses cheveux, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et chose bizarre, elle répondait à 98,9% de la personne que j'avais décrite. Raison de l'idéaliser. Voilà. Donc, avant le mariage, j'avais fait ça, en fait. Ça, même avant de la rencontrer. Ok. Je me disais, quand j'étais encore trop petit, en fait, je me disais, la personne que je vais épouser, elle sera comme ça, physiquement, elle sera comme ça. Et la femme répondait à 98,9%. C'était la femme de vos rêves. Justement, en fait. Ok, donc c'est ça vraiment la femme des rêves. Elle est venue comme vous l'aviez imaginé. Ok. Justement. Sauf que lorsque vous vous mariez, C'était vous maintenant vous un rendez autre. compte que Oui. ce n'était que des illusions. Voilà. Alors ça, c'est déjà un conseil à donner aux jeunes Voilà. qui ont des rêves et qui s'attendent à X, Y, Z. Et souvent, certaines personnes disent, surtout les jeunes filles ou les jeunes garçons disent, elle est bien, mais de l'intérieur, elle est bien, mais à l'extérieur, elle n'est pas vraiment ce que je voulais. Il n'est pas vraiment comme je l'imaginais. OK. Faudra-t-il se marier avec quelqu'un qui ne correspond pas? Parce que vous avez eu l'expérience déjà, c'est ça l'avantage. Maintenant que j'ai quelqu'un qui correspond à l'image que vous aviez. Mais voilà. Aujourd'hui, ce que moi, je peux dire aux jeunes gens, c'est de ne pas seulement épouser une personne qu'on idéalise, au fait. Ok. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il faut épouser une personne qu'on partage la même vision. Très important. Et il y a la compatibilité. La même vision sur l'argent, la même vision sur la famille, sur Dieu, encore la religion, et sur autre chose. Vous devez partager la même vision. Vous devez avoir la compatibilité entre vous deux. Parce que, moi je dis toujours aux gens, la personne peut être belle, encore trop belle, mais pas être faite pour vous. Ok, elle peut être belle, il peut être beau, mais pas être fait pour vous. Voilà. Ça veut dire il peut y avoir des étincelles, il peut y avoir des papillons dans la relation, mais cette relation n'est pas faite pour aboutir au mariage. Voilà. Ok. Donc, il faut épouser quelqu'un qui vous partage la même vision. J'insiste là-dessus. Ça veut dire on tombe amoureux de la beauté, mais on épouse la vision. Justement, on épouse la vision. Ça, déjà, c'est très important. En tout cas, ici, on a besoin de faire un C là ici. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se plaignent, qui disent elle n'est pas aussi belle que ça et pourtant elle a épousé un tel. Ou bien il y a des jeunes filles qui se plaignent, dire que oh, cette fille, elle n'a pas certaines qualités qui sont validées socialement. Mais on voit, ce sont ces gens de filles qui épousent des hommes quand même. Et je comprends aujourd'hui que le mariage, ce n'est pas une question de beauté. C'est d'abord la vision. C'est la vision. Ça veut dire l'image vient après. Oui, l'image vient après. L'image vient après, c'est la vision. Mais on doit quand même épouser quelqu'un qu'on aime. Justement, il faut épouser quelqu'un qu'on aime, qu'on valide. L'extérieur doit... Voilà, l'extérieur doit vraiment compter. Ça doit faire guinguer dans les cœurs. Mais au-delà de ça, et maintenant, il faut voir quelqu'un avec laquelle vous partagez la même vision. Vous devez partager la même vision. Et moi, je l'ai toujours dit que l'amour, c'est une décision et c'est un engagement. Mais les gens ne restent pas ensemble à cause des sentiments, encore à cause de l'amour. C'est à cause de la vision qu'on partage. La vision fait à ce que les gens restent ensemble. Justement, voilà pourquoi il est très important, comme les livres parlent du premier chapitre, de se connaître d'abord soi-même d'abord. Qui suis-je moi? Quelle est ma vision en fait? Parce que quand la femme qui va venir dans votre vie, la femme doit venir vous trouver avec une vision. Quelle est la vision en fait? La femme ne doit pas venir dans une relation où c'est flou, il n'y a pas de vision, elle ne sait pas là où vous allez encore, là où l'homme va en fait. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. Lorsque quelqu'un vient faire la cour à une jeune fille, je pense que la première des choses que la fille doit poser à l'homme, c'est la question de savoir où vas-tu. Voilà. Parce que quand tu sais où il va, tu sauras comment l'accompagner. Très bien. Vous êtes en train de parler de la connaissance de soi.
c'est très important de se connaître ses capacités, mais je pense aussi qu'il faudra ajouter ses limites. Très bien. Parce que quand je connais mes limites, je sais déjà la porte pour moi de level up, de me perfectionner. Donc, je sais que dans ce domaine, je sais que cet homme, il vient avec ce profil, mais dans ce domaine, pour moi, ça ne va pas. Ça veut dire que je me trouve limitée et que je dois investir en moi-même. Et je pense que déjà, les relations, c'est déjà un lieu où on se découvre l'un envers l'autre, on se découvre. Mais si on parle déjà du mariage, on s'était mariés. Vous avez parlé de quelque chose d'intéressant, de la dette affective dans votre livre, la dette affective. Cette histoire-là. J'avais lu quelque chose, un auteur a dit, c'est important d'investir dans la banque émotionnelle de quelqu'un. Oui. Alors, lorsqu'on parle de la dette affective, donc il a tellement déposé dans votre vie, vous vous êtes retrouvé, bon, je vais l'épouser. Et puis après tout, il a déjà fait autant pour moi. Vous voyez? Et vous avez parlé de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui touche mon cœur. Il a déjà fait assez pour moi. Et on se marie. Et après s'être marié... Croyez-moi que vous ne serez jamais heureuse. Bien sûr, on ne sera pas heureuse. On ne sera pas heureuse. Et quand on se marie, on se rend compte que ça ne va pas. C'est parce que l'on a imaginé. En fait, monsieur ne va pas changer ou madame ne va pas changer. Parce que comme on le sait déjà, le mariage est révélateur. Vous en avez parlé. Alors, quand on se rend compte qu'on est dans une relation toxique, les yeux sont déjà ouverts. Genre, j'ai déjà compris. Que les yeux sont ouverts, mais les cœurs continuent à saigner. Les yeux sont ouverts, déjà, je sais que j'avais fait une bêtise. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Je crois qu'il n'est jamais trop tard quand on est dans une relation pareille, toxique. D'abord, il faut essayer, les deux doivent discuter. Mais si, par exemple, après plusieurs tentatives, il n'y a pas toujours de solution, il est conseillé de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner. Je pense, lorsque vous parlez de discuter, je me suis toujours dit, lorsqu'on doit parler, on discute avec quelqu'un qui a certaines... Ego. Je ne parle pas d'ego. En fait, la personne avec laquelle vous allez avoir cette conversation, ça doit être une personne qui est prête à converser. Justement, voilà pourquoi je parle Parce que dans le mariage, souvent, tu vas dire à ton partenaire, je voudrais que l'on parle des X, Y, Z. Après, il va te dire, mais tu es en train de te plaindre là. Est-ce que je ne te donne pas ça? Est-ce que je ne te donne pas ça? L'intelligence émotionnelle dans le mariage, c'est très important. Maintenant, quand tu épouses quelqu'un qui n'a pas la capacité de comprendre ce que toi, tu es en train de comprendre, parce que quand tu demandes une conversation avec quelqu'un, ça veut dire que tu as vu le danger. Oui. Et tu voudrais que vous puissiez arranger les choses. Mais si l'autre n'a pas vu de danger, pour lui, ça va. Parce que lui, il pense que t'aimer, c'est le faire en sa manière, pas en ta manière. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, quand je parle de la communication encore discuter veut tout simplement dire la communication. Quand il faut se communiquer, d'abord, il ne faut pas chercher à avoir raison. Merci. Il ne faut pas non plus chercher aussi à avoir tort. Mais il faut discuter au nom de la paix pour trouver un compromis. Oui, un compromis, oui. Trouver un compromis. Ce n'est pas chercher en cherchant que non, moi j'ai raison, l'autre a tort, ou encore, il ne faut pas chercher à discuter pour se plaindre. Il ne faut pas discuter pour se plaindre. Pour se plaindre, mais pour trouver une solution. Trouver des solutions. Discuter pour trouver. Les deux personnes qui doivent discuter pour trouver le compromis. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, lors de, par exemple, discussion de couple, pas des gens mais de couple, au moment où il y a communication encore discussion, certaines personnes répondent pas parce qu'ils ont compris, encore parce qu'ils ont compris, mais c'est juste les réactions par rapport à ce que l'autre a dit. Ils réagissent. Oui. Ils ne se donnent pas le temps d'écouter l'autre, de comprendre. Ce qui est très important là-bas, écouter les émotions aussi voilà. de l'autre. Alors, il est très important de, comme je disais, communiquer, discuter. Au cas où il n'y a pas toujours de solutions, en tout cas, c'est conseillé de trouver quelqu'un qui peut les accompagner. Un thérapeute? Oui. Mais par exemple, sous d'autres cieux, il y a par exemple des conseillers qui sont là, qui accompagnent plusieurs couples en fait. Et il y aura maintenant des séances de coaching en fait, de counseling. Il y a par exemple 2, 3, 4 séances avec par exemple le mari et sa femme. Et après maintenant, il y aura maintenant des séances à part. L'homme avec par exemple la personne thérapeute ou encore conseiller conjugal. Et même chose aussi pour la femme. Et puis ensemble, vous allez voir que non, vous allez résoudre les problèmes. Je connais plusieurs couples
Par exemple, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Allemagne, je connais beaucoup de couples qui ont traversé des problèmes qui demandaient vraiment les divorces coûte que coûte. Mais après avoir passé pendant 4, 5, 6 séances chez les conseillers conjugaux, conjugal, et aujourd'hui, ils vivent en harmonie. Voilà pourquoi il est très important que quand vous traversez des problèmes difficiles en couple, vous avez cherché des solutions, il n'y a pas de solution. À la place d'aller se plaindre, il faut trouver quelqu'un du domaine, en fait. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Souvent, on court à l'église chez les pasteurs. Oui, ou bien à la famille. Ou encore à la famille. Mais je vais vous choquer, excusez-moi. Devant les pasteurs, on va essayer d'être saint. Okay. Il y a des choses qu'on va se dire, non, ça, je ne peux pas dire ça devant les pasteurs. La famille aussi, il y a des choses, je vais dire, non, si je dis ça à ma famille, tout ça, ça risque de compliquer. Mais on risque de cacher quelque chose, en fait. Mais monsieur Bruno, il y a des hommes qui disent, je ne voudrais pas que tu exposes notre intimité devant les gens. Devant quel genre? Parce que pour lui, aller chercher de l'aide, c'est comme exposer votre intimité. Non, mais il faut chercher un professionnel qui peut vous accompagner. Mais pour lui, même pour un professionnel, il n'est pas d'accord. Non, il n'est pas d'accord comment. Il faut chercher à le convaincre. Il ne veut pas. Parce que pour lui, c'est exposer son intimité. C'est l'exposer au fait. J'étais en train de dire, il y a certains hommes... S'il vous plaît, Marlène, vous êtes par exemple malade, vous n'êtes pas malade, par exemple, une personne qui est malade, qui se dit, je ne vais pas aller à l'hôpital parce que je ne veux pas qu'on puisse, par exemple, les docteurs puissent me déshabiller, encore qu'on puisse me piquer, ou me donner une piqûre, tout ça. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous voulez mourir, en fait. Parce que si vous avez besoin de la solution coûte que coûte, il faut aller à l'hôpital. Mais pour aller à l'hôpital, il faut accepter qu'on est malade. Justement, il faut accepter. Effectivement, je suis en train de dire, dans une relation où la femme a vu le problème, où l'homme a vu le problème et son partenaire ne voit pas de problème. C'est ça la toxicité au fait de ce que je suis en train d'expliquer. Vous épousez un homme qui, pour lui, vous donnez le matériel, c'est suffisant pour se rassurer qu'il vous aime. Et pourtant, vous avez besoin de lui, de son temps. On est en train de parler des langages d'amour, selon que Gary Chapman l'a dit. Ça, pour lui, la façon d'exprimer qu'il aime sa femme, c'est lui donner les matériels. Et pour vous avez besoin de son temps. Alors, lorsque vous voulez entamer cette conversation avec lui, essayez de voir comment tu peux nous donner le temps, la famille et moi et tout. Lui, il dit, mais c'est pas suffisant tout ce que je te donne, je travaille dur pour toi, pour les enfants. Non. Et puis après, tu as comme l'impression que tu es ridicule dans la question. Tu dis, ok, c'est moi qui comprends pas ou c'est quoi le problème? Et quand tu lui proposes de dire, ok, j'aimerais qu'on voie un thérapeute, tu dis, tu vas aller exposer nos problèmes devant les gens. Vous voyez un peu. Moi, je pense, Maman, je pense que c'est la façon dont vous abordez la personne. Quelle personne? On est en train de parler du mari et de sa femme. C'est ce que je dis. C'est la façon dont vous abordez votre partenaire. Un garçon d'ici, un mouchi, avec son respect qu'il a. Les garçons, les bachis, ce sont des hommes honorables et respectables. Mouchamouka, comme on a l'habitude de les dire ici. Après, mouchamouka, tu vas inje. Vois un peu. C'est comme une honte pour lui, c'est comme les déshabiller. Non, ce n'est pas les déshabiller. Parce qu'il y a aussi des mouches que je connais qui sont ici dans la ville de Bukavu, ici à Bukavu, et qui vivent le contraire de ce que nous disons. Mais vous êtes maintenant marié, vous êtes dans une relation toxique, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut arriver à un moment de se mettre à la place de l'autre. On a fait des erreurs, on est maintenant marié, on est maintenant face à la réalité. Il faut avoir le temps, monsieur, madame, il faut avoir le temps de discuter avec sa femme. Et souvent, ça dépend maintenant de la manière dont on aborde les sujets ou encore la façon dont on veut discuter. Souvent, nous commençons directement à se plaindre ou encore à attaquer directement la personne. Que voilà, tout ça. Et l'homme réagisse directement par rapport à ce que vous avez commencé comme introduction. Certaines femmes disent que les hommes... Certains hommes disent que les femmes parlaient beaucoup. Donc, parler beaucoup, il y a... Si la femme parle beaucoup, pourquoi vous l'avez épousée alors? Ouais, mais c'est ça, en fait. Elle vient apporter la lumière dans votre vie qui est... Franchement, la vie de certains hommes, c'est ennuyant. Donc, ta vie est tellement ennuyante que quand tu épouses une femme, elle vient apporter la lumière dans ta vie, dans le noir, là. Alors, donc, parler beaucoup... Ils disent que elle est toujours là, elle est en train de se plaindre de ci, de cela et tout. Et on est en train de parler d'aimer, au fait. On est en train de parler d'aimer. Chaque femme a besoin d'être aimée comme elle aime. Très bien.
Je suis porte-parole des femmes. Les femmes ont besoin d'être aimées comme elles aiment. Et puis les hommes, bon, après le mariage, il va à autre chose. Next, je dois chercher comment promouvoir. Je dois être pourvoyeur de la famille. Et dans son rôle de pourvoyeur, il s'avère que ça peut arriver qu'il n'ait pas le temps vraiment, genre, pour sa femme. Et c'est là ça commence à être gênant. Et la femme a besoin d'aide. Je veux parler à quelqu'un qui veut raisonner mon mari. Mais mon mari ne veut pas que j'en parle à quelqu'un. Et lui-même ne sait pas trouver la solution à cette situation. Je vais vous parler d'une histoire. Il y a mon frère à Kinshasa. Une fois, sa femme m'a contacté. Il me dit que ton frère, lui, ces derniers temps, c'est seulement l'alcool. Seulement l'alcool. Et il rentre. J'ai essayé de parler avec lui. J'ai parlé, mais ton frère ne veut même pas écouter. Il rentre tard la nuit, tellement ivre. J'ai parlé, il ne veut pas écouter. Mais attends, merci d'avoir abordé cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser un homme? Même si, je ne sais pas, les gens aiment l'alcool, mais pourquoi quelqu'un peut fuir sa maison jusqu'à ce niveau-là? Tu rentres tous les jours au petit matin. Et la personne que tu as épousée, elle est qui? Alors, je vais répondre aussi à la question. Quand elle m'a contacté, elle m'a dit ton frère. J'ai essayé de parler aux gens, il ne veut même pas écouter. Non, pourquoi toi tu prends l'intimité de notre famille, amener là-bas, il ne veut pas, tout ça. C'est un grand frère en fait. Je l'ai appelé, je lui dis pourquoi tu es en train de faire ça? Il s'est fâché contre moi. D'ailleurs, il avait même raccroché le téléphone. Moi, je ne suis pas ton ami, comment tu vas me dire tout ça? Après 30 minutes, il me rappelle. Il me rappelle après 30 minutes. Après 30 minutes, il me rappelle, il dit, petit frère, excuse-moi, voilà, tout ça, ces derniers temps. Et maintenant, il commençait à me parler de... Il t'explique maintenant ce qui se passe. Je lui dis, peu importe les problèmes, parle avec ta femme. Communiquer. Je lui dis, parle avec ta femme. Tu n'as pas besoin de commencer à aller prendre l'alcool dehors ou encore à se comporter bizarrement envers ta femme. Donc déjà, pour que les gens communiquent, ils doivent avoir cette capacité. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours pensé qu'avant de se marier, il faut être ami. Voilà. Vous savez qu'il y a des couples qui ne communiquent pas. C'est ça le problème. C'est là où les problèmes Il y a des couples qui ne discutent pas. Je me rappelle une fois, je suis partie avec ma petite soeur, c'était une inauguration d'un restaurant. Nous sommes allés et il y avait des couples. J'étais assise sur une table avec ma soeur. Monsieur et madame étaient chacun était sur son téléphone en train de chatter. Jusqu'à ce qu'ils sont partis, parce qu'ils sont partis avant nous, jusqu'à ce qu'ils sont partis, ils étaient en train de... Chacun dans son téléphone. Wow. Ils ne parlent pas. C'est ça le problème. Épousez vos amis, les gens avec lesquels vous pouvez parler librement, des gens avec lesquels vous sentez à l'aise de converser. Parce que le jour quand vous allez vous marier, vous allez vous retrouver à deux. Voilà. Vous allez vous ennuyer là-dedans. C'est important vraiment. Quand je parle avec la femme de mon grand frère, il y a maintenant l'harmonie dans la maison. Et tout se passe très bien en fait. Pourquoi? Parce que j'avais pris le courage. Quand la femme m'a parlé, je n'avais même pas pris 30 minutes. Directement, j'ai appelé mon frère. Je lui dis voilà. Et puis donc... Moi, je pense que non, il faut toujours discuter. Déjà, avant de se marier, il faut avoir les temps, comme vous êtes en train de dire, de communiquer. La femme, elle avait eu la grâce parce qu'elle savait, je peux appeler Percy et il va me rendre service. C'est ça la grâce qu'elle... Elle savait qui appeler. Mais il y a de ces familles où il n'y a personne qui peut raisonner personne. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà pourquoi... Tu tombes dans une famille comme celle-là. Très bien. Mais je peux vous dire, ma Marlène, dans chaque... mariage ou encore couple, l'homme a toujours quelqu'un que la femme peut aller se plaindre. Et si cet homme essaie d'appeler son mari, encore appeler l'homme là, l'homme peut écouter. Moi je pense, ce que vous venez de dire, c'est très important. Il faut épouser quelqu'un, en même temps connaître la personne qui a de l'influence sur lui. Justement. Et quand la personne va seulement parler que non, ça, je ne vais pas voir ça, je veux tout ça, c'est comme ça que ça peut passer. Une fois, il y a un apôtre qui est très connu dans le pays, qui était ici à Bukavu. Il disait à sa femme que le jour où ton mari va te faire X, Y, Z, appelez-moi. Et le pasteur a de la révérence envers l'apôtre. A vraiment de la révérence envers l'apôtre. Donc, il faut toujours épouser quelqu'un. Encore, quand vous êtes en relation avec une personne, il faut toujours chercher qui a plus à connaître, qui a plus l'influence sur... qui peut le raisonner, qui peut lui parler. Qui peut lui parler, ça, en fait. c'est très important et c'est une astuce pour les filles. Les filles, c'est une astuce pour vous. Sinon, quand X personne va parler,
Moi, par exemple, mon jeune frère, le pasteur, donc, je sais que non, si par exemple il y a un problème, ou encore peu importe, lui peut directement intervenir, lui peut m'appeler. On va dire que X chose, ça, certes, il est jeune frère. Oui, oui, c'est mon jeune frère, mais il a de l'influence sur moi en fait. Il a de l'influence sur vous. De la même manière aussi, j'ai aussi de l'influence sur lui. S'il y a un problème, je peux directement l'appeler, lui dire que non, ce que tu fais, X, Y, Z, c'est pas bon. Et il va m'écouter. Et au-delà de ça, je pense que chaque femme, pour bien vivre dans son mariage avec son mari, il doit être en alliance avec Dieu. Très bien. Parce que c'est Dieu qui a fait l'homme. Oui. Et je pense que Dieu, il a plus d'influence sur nous tous. C'est important d'épouser un homme qui craint plus Dieu qu'il ne vous aime. Non seulement épouser un homme qui craint Dieu, il faut épouser un vrai chrétien, que ce soit l'homme. Au fait, c'est ça le vrai. Le vrai, il craint Dieu plus qu'il ne vous aime. Voilà. Au point de vous dire je t'aime, mais pour ça, je ne le ferai pas à cause de Dieu. Pour Dieu, pour mon Dieu, je ne le ferai pas. Et ça, c'est très important. Mais au-delà du Seigneur, il faut aussi avoir une personne physique qui a de l'influence sur l'homme ou sur la femme. Moi, je sais aussi, mon mari le sait. Moi, je sais, même il m'a déjà dit, s'il te fait ça, tu m'appelles. Je sais très bien, je connais là où je peux toucher. Et il sait aussi pour moi, il dit, à ce stade, je peux appeler tel et je sais que tel va nous aider. C'est très important, mais il faudra que les personnes en soi, ce sont des personnes qui sont saines. Des personnes qui sont saines, parce que des personnes toxiques aussi peuvent détruire les mariages. Parlons de l'influence dans le mariage. Vous savez, trop souvent, nous croyons que les problèmes de couple viennent seulement de l'intérieur. Mais je dis toujours que les problèmes de couple viennent aussi de l'extérieur. Oui. Trop de voix dans les couples. Il y a les amis, il y a la belle famille, il y a, surtout chez nous en Afrique, il y a plus l'église. Les pasteurs qui cherchent à s'ingérer ou encore à interférer, chacun va avec son avis, son jugement, et avec son bon conseil. Veut qu'écoute, non seulement les bons conseils, voire même sa vision, encore la vision. Sa vision, son mariage, ce n'est pas votre mariage. Lui veut qu'écoute les mariages soient de la même manière qu'il est en train de vous demander, en fait. Et quand vous refusez de le faire, vous devenez des ennemis. Alors, les mariages, c'est un sanctuaire. C'est un lieu où c'est le dévoi compte. Il ne faut pas laisser la porte grandement ouverte. Les conseils, c'est bien, mais les conseils, là, ne doivent pas devenir des lois. OK. Conseils, on accepte les conseils, merci, mais ça ne doit pas être des lois. C'est à l'homme et à sa femme, encore l'homme et la femme, de décider qu'est-ce que nous allons faire ou qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Donc, vous recevez les conseils, mais après, vous décidez ensemble ce que vous allez prendre. Justement, les conseils ne doivent pas être des lois. Ça ne doit pas être des lois. Même si c'est votre... Les daddies. Parlons des daddies. Même si c'est votre daddy à vous deux. Peu importe. Même si c'est votre daddy, même si c'est votre, je ne sais pas moi, papa, maman, belle famille, jeune frère, cousine ou cousin, il faut mettre des limites, en fait. Il faut mettre des limites. Les mariages, encore les couples, c'est comme une maison. Quand vous laissez la porte grandement ouverte, l'intimité des couples est pulvérisée, en fait. C'est ça. À un moment, vos problèmes vont devenir des sujets publics. Oui. Les gens vont commencer à parler de ça, je ne sais pas moi, en route, dans des voitures, par-ci, par-là. Et à ce moment-là, vous ne serez plus à mesure de résoudre les problèmes. Ça veut dire parce que vous avez tellement ouvert tellement de fronts, et ça sera très difficile pour vous de régler les problèmes. Ça veut dire qu'il faut chercher de l'aide, mais ne les cherchez pas partout. Ne les cherchez pas partout. Okay. Il faut chercher où frapper et comment frapper. Il faut chercher où frapper et comment frapper. Il ne faut pas faire entrer n'importe qui. Moi, je connais des personnes qui ont ouvert la porte, encore les portes de leur foyer, au nom, je ne sais pas moi, Daddy X, Y, Z. Prophète X, Y, Z. Et au finish, leurs femmes se sont retrouvées enceintes. Donc, vous devez protéger les couples. Il faut toujours protéger les couples. Et même les parents. Justement, je parle de tout le monde, même les parents. Maintenant, votre parrain, c'est lui que vous avez choisi. Vous avez dit, c'est lui, il sera notre mentor. Parce que le parrainage, c'est du mentoring. Oui. Ah ouais, donc il devait votre mentor. Et après, bon, vous vous rendez compte qu'il commence à entretenir certaines relations qui ne sont pas saines avec votre partenaire. Malheureusement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous détachez de ce mentoring? Vous cherchez un autre parrain? Moi, je pense déjà, dès le départ, il faut mettre des garde-fous avant le mariage. Déjà, dès que vous trouvez un parrain,
c'est nous qui donnons l'accès encore, la carte, les jokers, aux parrains de faire du n'importe quoi. Du rôle qu'ils doivent jouer dans Des notre rôles qu'ils relation. doivent jouer. Ok. On accepte, vous êtes parrain ou marraine, nous acceptons, mais votre place est là-bas, dehors. Oui, mais vous devez quand même les voir au moment où vous avez besoin d'orientation sur un sujet. Ma Marlène, je vous parle de... j'ai passé un peu de temps dans des églises anglophones, encore dans des pays anglophones. C'est souvent plus chez nous, dans des pays francophones, que je vois plus l'histoire des parrains, marraines, avant le mariage. Oui, Dans l'autre côté, oui. c'est... Les les vrais témoins. parrains, c'est Dieu. Oui. Moi, j'ai toujours dit, quand vous Dieu. avez un problème, les vrais parrains, c'est Dieu. Quand vous avez un problème, mettez-vous ensemble avec votre femme, priez, discutez, priez, cherchez Dieu. Mais ça n'empêche que vous ayez quand même quelqu'un. Ça ou bien n'a- un couple, justement, mais il ne faut pas lui donner, encore leur donner trop d'accès. Sinon, ce sont des mêmes parrains qui vont commencer à aller dehors, dire que non, voilà, les couples là sont comme ça, il est l'homme, il est comme ça, tout ça. Et à un certain moment, vous ne serez plus à mesure de résoudre les problèmes là. Il ne faut pas laisser la porte grandement ouverte. Protégez votre couple. Déjà que le parrain, ce n'est pas lui qui est censé vous dire ce que vous devez faire. Ce n'est pas lui qui est censé, en C'est fait. pas lui. Lorsque le parrain commence à avoir ce poids-là dans le mariage, ça veut dire que ça ne va pas. Voilà. Et aussi, moi, j'ai toujours dit aux gens, les conseils, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Ok. Ce n'est pas parce que quand vous conseillez un couple que le couple est censé accepter ce que vous êtes en train de leur dire. C'est un choix. Ils peuvent accepter ou ne pas accepter. Mais au finish, la décision finale revient à l'homme et à la femme. Donc, ne cherchez pas que X personnes dehors viendra nous donner un bon conseil parce que vous connaissez mon histoire. C'est à cause de trop de voix dans les couples. Il ne faut pas laisser les voix dans les couples. Vous savez, des couples, quand nous parlons de trop de voix dans les couples, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient vous conseiller, vous deux. Il y a aussi beaucoup de couples qui sont divisés aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a eu des amis qui sont venus conseiller, par exemple, la femme. Que non, pourquoi ton mari ne fait pas ça? Moi, mon mari encore, nous, nos maris font ça, 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 ça. Alors, la femme qui respectait son mari va commencer maintenant à challenger son mari. Que non, pourquoi toi, les autres maris font ça? Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Les pauvres est en train de se battre pour nourrir la famille, en fait. Vous allez commencer maintenant à lui mettre trop de pression. Et au finish, il va commencer à survivre, en fait. À faire des choses pour vous rendre, je ne sais pas moi, heureux ou heureuse. Et à un moment, peut-être, vous allez lui perdre avant les temps, en fait. Il y a trop de pression maintenant, il y a trop de pression parce que vous commencez à lui comparer avec les autres. Il ne faut pas comparer, il ne faut pas écouter trop de voix de couples. Trop de voix, là, c'est des gens qui viennent avec leurs avis. Non seulement de conseils. Vous êtes, par exemple, ensemble, et là, l'autre dit, non, moi, mon mari, il est comme ça. Moi, il fait ça. Ma femme, elle est comme ça. Vous commencez à comparer. Ça, c'est tellement dangereux. Quand tu rentres chez toi, tu commences à trouver que ton mari est inutile. He's good for nothing. Yeah, it's good for nothing. Pendant que les pauvres étaient là, avant le mariage, tout marchait très bien, ou encore pendant les mariages, quand vous avez commencé votre relation, votre mariage, tout marchait très bien. Depuis que l'homme ou encore la femme s'est mis en contact ou encore en bonne relation avec X personnes, la personne commence à comparer sa femme, encore son foyer avec X foyer, c'est là où les problèmes commencent. Je pense aussi que la difficulté majeure que nous avons lorsque nous nous marions, c'est de vivre notre amour dans la société. Parce que lorsque vous vous mettez ensemble, vous vous mettez d'accord sur la façon dont vous allez fonctionner. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans la société, vous retrouvez déjà des modèles qui existent. Et ils se comportent comme ça. Je suis allée une fois dans une famille et nous sommes allés avec mon mari, nous sommes allés visiter la famille en question. Et nous avons trouvé que c'est monsieur qui prépare. J'étais genre, waouh! Monsieur prépare, il a fini, il fait la table. Nous mangeons ensemble. Et quand nous rentrons à la maison, je lui dis, waouh, c'était très bien. Je ne savais pas que monsieur là, il savait préparer. Mon mari m'a dit sur les champs, maman, il faut bien savoir aujourd'hui là. J'ai maintenant une réponse pour alors que je suis en train de parler, tout le monde ne fait pas comme ça. Hein. Tout le monde ne fait pas comme ça. Voilà, voici la réponse. Certaines personnes font des choses par passion. Par passion, voilà. Lui, la cuisine, c'est sa passion. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. La passion, en fait. En fait, ça change tout. Alors, comme il y a des femmes qui n'ont pas la passion de la cuisine. Justement, il y a des femmes qui n'ont pas la passion de la cuisine. Alors, vous allez voir un homme qui a la passion de la cuisine qui prépare, vous commencez à lui comparer avec votre mari. Préparer aujourd'hui, mais vous êtes en train de tuer votre mariage. C'est pas sa passion. C'est pas sa passion, en fait. Ça, c'est bien. Waouh, c'est pas sa passion. Oh là là, c'est pas sa passion. Ah. Alors, vous étiez en train de parler de quelque chose, de l'homme qui pourvoit. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la société,
les femmes d'aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont en train de devenir indépendantes. Les femmes que nous sommes en train de coacher, d'encadrer, d'accompagner, nous leur disons, OK, vous devez vous développer personnellement, connaissez vos capacités, connaissez vos limites, déployez-vous dans la société, soyez utile pour votre pays. Et cette catégorie des femmes, ce sont des femmes qui vont se marier demain. Elles épousent qui? Elles épousent des hommes. Alors, lorsqu'on se met ensemble, j'ai trouvé qu'il y a une difficulté de s'adapter, surtout dans la gestion financière. Lorsque l'on vient avec un plus, que lorsque l'on vient même vide. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est jeune fille, tu es jeune fille, tu as déjà ton entreprise. Tu gères déjà des revenus, tu pourvois même dans ta propre famille. Et tu te maries. Lorsque tu te maries, vous devez mettre ensemble avec votre mari pour continuer à gérer ensemble. Alors, les rôles pourvoyeurs du mari, il est possible qu'il ne soit pas financier seulement. Parce que, acceptons, c'est possible que tu épouses une femme qui est bien financièrement plus que toi. Ça veut dire que tu ne vas pas lui dire que oh, je vais t'acheter une maison, elle est capable de s'acheter la maison. Je ne vais pas te payer un véhicule, et d'abord, elle roule dans une carrosse qui est... Peut-être c'est possible que tu sois piéton et qu'elle, elle roule déjà carrosse. Donc, c'est possible que tu n'aies pas beaucoup de rêves à lui donner, mais qu'elle t'ait choisi. Alors, quand il se marie, je voudrais quand même que vous puissiez nous parler de ça. Le rôle pourvoyeur qu'un homme joue dans la vie d'une femme qui sait déjà se prendre en charge. Moi, je pense que la première des choses, dès le départ, il faut d'abord être, comme je l'ai toujours dit, être honnête envers soi-même et envers l'autre. Okay. Vous savez, quand vous dites que non, apparemment, les relations qui marchent plus, ce sont des relations, les gens commencent, les deux commencent à zéro, que ceux qui sont déjà indépendants ou encore indépendantes. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui commencent encore seuls, qui commencent à zéro, sont souvent d'abord honnêtes, en fait. Que non, voilà, je suis en train de recommencer à zéro. On commence avec toi, on met la première pierre ensemble. Mais chez nous, les hommes, surtout, quand une femme a, par exemple, plus d'argent que l'homme, il y a l'ego là en nous, on s'est dit, bon, voilà, tout ça, je dois aussi prouver que non, moi aussi. Non, frère, vous avez rien. La femme en a plus. Mais acceptons quand même aussi que oui. Le foyer n'a pas été fait pour que l'homme soit plus riche que la femme. Il y a des foyers où Dieu a décidé, c'est la maman qui a l'argent. Justement, alors, pour ne pas avoir des problèmes dans le foyer, tout commence d'abord par, comme je disais, la lucidité, la façon dont vous avez conçu votre relation. Donc ça se passe en amont. En amont. Vous discutez déjà en amont. Moi, je suis Y. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis par exemple, c'est un exemple. Moi, je suis par exemple un jeune entrepreneur, par exemple, dans les médias ou encore dans les business. Je viens de lancer une boutique, une boulangerie ou je ne sais pas moi quoi. La personne, elle a déjà l'argent. Vous discutez de tout déjà dès le départ. Moi, je suis comme ça, comme ça. Moi, par exemple, moi, je suis d'avis, par exemple, pour tout homme qui est vraiment sincère envers sa femme en ce qui concerne les finances. Ouais. Quand on vous paye, par exemple, vous prenez l'argent que non, ma femme, voici c'est comment payer. Vous présentez les tout. Vous n'avez pas besoin de cacher. Pourquoi cacher, en fait? Il faut être sincère l'un envers l'autre. Est-ce que les hommes seront d'accord? Il faut être sincère. Montrer aux femmes. Vous savez, ma Marlène, la majorité des couples, il y a des couples des couples que je connais, comme j'étais en train de vous dire bien avant. Il y a des couples qui sont tellement stables, tout simplement parce que les deux font le business ensemble. Oui, ils connaissent les entrées et sorties ensemble. Les entrées et sorties ensemble. Ils achètent des maisons. Mais vous allez voir que surtout des couples où l'homme cache, ou encore la femme cache d'autres, ses revenus ou quoi que ce soit, des histoires pareilles, il y a toujours des problèmes. Voilà pourquoi il faut épouser toujours une bonne femme. J'ai parlé avec les bailleurs de là où je reste. Ils me disaient, il a des bâtiments pareils à Bukavu, ici 4. Il me disait que Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une bonne épouse. Mais pour être une bonne épouse, il faut épouser un bon homme. Voilà. Comment on dit? M'a dit, un homme qui est Dieu bon. m'a fait grâce, j'ai épousé une bonne épouse. Je fais tout avec elle. Elle fait tout avec moi. Et c'est comme ça qu'on est en train d'acheter des maisons, d'élever très bien nos enfants. Mais les bonnes femmes en question, on les trouve où? C'est Dieu qui donne les bonnes femmes. Merci beaucoup. C'est Dieu qui donne les bonnes femmes. Alors, il faut discuter de tout, sauf de rien dès le départ. Il faut parler sur l'argent. Comment vous allez gérer l'argent quand vous allez vous marier? Moi, j'ai géré les cartes, en fait. Et il gérait mes cartes. Discuter sur l'argent, on va gérer l'argent comme ça, on va parler de ça. Mais souvent, vous savez,
avant les mariages, les gens ont souvent tendance à discuter, on va se marier par exemple à Moumba, on va se marier par exemple à la Botte, à X endroit, telle salle de fête. Vous passez le temps en train de discuter Oui, oui. des futilités. Des futilités, Vous ne mais parlez pas de ce qui compte, de ce justement, qui est important. de ce qui est important, comment allons-nous gérer l'argent? Ok. J'accepte, vous avez plus d'argent que moi, Mhm. mais avec l'épée que j'ai, comment allons-nous gérer l'argent? Moi, je pense aussi que les hommes, hein, vous devez aussi travailler sur vous-même dans le cas où vous épousez une femme et qui devient plus puissante que vous, pour ne pas développer les complexes. Voilà pourquoi j'ai dit il faut être d'abord honnête envers soi-même, envers l'autre. Vous Parce avez... que quand on est honnête et sincère envers soi-même d'abord, il faut aussi être honnête envers l'autre. Là, il n'y a pas d'ego. On est honnête. Voilà, moi, je suis comme ça. Oui, vous acceptez aussi. Moi, par exemple, je donne un exemple. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Vous êtes diplomate. J'accepte que vous êtes diplomate. Moi, je ne suis pas un diplomate, en fait. Mais quand cela ne tient, ou encore cela ne veut pas dire que non, du fait que vous êtes diplomate, moi, je suis un jeune entrepreneur, qu'on ne peut pas sortir ensemble, on ne peut pas se marier. Parce que aussi les femmes, elles souffrent de ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent de ça. Oh, c'est là, elles travaillent déjà. Ah, sûrement, comme elles travaillent, elles sortent avec les PDG, elles sortent avec tel, elles sortent avec tel. Oh, ça ne peut pas faire une bonne femme. Vous voyez un peu. C'est comme un complexe. Ah, elle a déjà un véhicule. Ah, tu vas commencer à sortir avec une femme qui a déjà un véhicule. Toi, tu n'as... C'est comme un complexe. On n'est pas honnête envers soi-même. Quand on est honnête, d'aborder certaines femmes qui ont réussi financièrement. Quand on est honnête sincère, on peut aborder n'importe qui parce qu'on est sincère. Et quand on est sincère comme ça, la personne accepte de nous aimer tel qu'on est. Que non, ok, comme ça, ok, je t'accepte tel que tu es. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? On cache certaines choses, encore certaines vérités. On se dit, ça, peut-être, elle risque d'être lésée, il risque d'être lésé. Moi, je n'encourage pas les gens. Je demande toujours aux gens d'aimer avec lucidité, d'être lucide dès le départ. Dans chaque relation, il faut être lucide. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs divorces. Je regardais au mois de février, il y avait rien qu'au mois de février à Kinshasa, il y avait plus de 285 cas de divorce. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les jeunes gens pensent dans des histoires inutiles, en fait. Fête de mariage, on va s'habiller comme ça, on aura des enfants, tout ça, on va faire ça, ils idéalisent le mariage, sans pourtant discuter des choses, comme on dit, that matters. Comme l'argent, par exemple. L'éducation des l'éducation des enfants, la enfants. gestion de la belle famille, justement, comment tout on ça. gère les relations après les mariages. Les amis, j'ai fait un sondage sur certaines femmes qui sont mariées. Je vous partage peut-être des échantillons de ce que j'ai retenu dans mon sondage. Il y a une jeune dame qui est mariée et qui m'a dit « J'aimerais que mon mari me dise, avant de se marier, sur comment on gère les finances. » Nous en avons déjà parlé. Et la deuxième chose elle a dit « J'aimerais que mon mari, que l'on discute avec lui sur comment gérer les relations. » C'est un homme public. C'est un homme du peuple. Et comme c'est un homme du peuple, il se ressource lorsqu'il se trouve entouré. Par moments, il y a certains projets qu'il trouve lorsqu'il est entouré de ses amis, ils réfléchissent, ils mettent les projets ensemble. Et après, il viendra me dire, hey, tiens, tu sais, on était en train de parler, du coup, un projet est venu et on a commencé à discuter là-dessus. Et voilà les aboutissants. Et la dame a comme l'impression qu'elle n'a pas trouvé sa place. Mais entre nous, pour se dire la vérité, c'est un domaine sur lequel elle ne maîtrise pas. Vous voyez. Alors son mari l'aime bien, l'aime beaucoup, mais il y a des questions sur lesquelles il préfère aller discuter avec sa bande, avec son équipe, avec laquelle il travaille. Et après, il viendra par là avec sa femme. Et sa femme a comme l'impression qu'elle n'a pas trouvé sa place. Mais la femme a d'abord de la chance parce qu'il est face à un homme qui est sincère. Oui, disons qu'il est sincère après, mais elle a comme l'impression qu'elle n'a pas trouvé sa place dans ce couple-là. Autre chose, vous avez dit que la femme ne maîtrise pas les affaires. Oui, elle ne maîtrise pas vraiment, mais elle me dit, à chaque fois que je lui dis que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, je pense, la réponse, elle est simple. La femme doit avoir le temps de discuter avec son mari. Maintenant, c'est l'importance de la communication, être vrai, parler de tout sauf rien, parler sur que voilà, tout ça, par exemple, X chose. Ça sera peut-être mieux la prochaine fois de m'associer. Associer là, ce n'est pas seulement que non, je dois venir dans vos réunions. Mais par exemple, vous savez, la Bible dit que la sagesse est profitable à l'orientation. Quand l'homme, par exemple, est avec ses amis en train de discuter, après la discussion, peut-être il peut dire à son mari qu'à chaque fois que tu discutes avec eux, tu peux peut-être leur dire que non, donnez-moi le temps de réfléchir, je vais vous revenir. Pour prendre le temps de discuter aussi avec sa femme. Et la nuit porte-conseil, c'est quand tu vas parler avec ta femme. Oui, mais quand on dit par exemple la nuit porte-conseil. C'est le moment où les couples se mettent ensemble pour discuter sur certaines questions. Voilà, c'est à ces moments-là, il dit par exemple, non, la nuit porte-conseil, je vais vous revenir, peut-être donnez-moi 24 heures ou encore d'ici demain matin, je vais vous répondre.
C'est à ces moments-là qu'il doit maintenant rentrer et discuter avec sa femme. Que non, voilà, là où j'étais parti, voilà X chose, voilà Y chose. Mais avant d'arriver là, les deux doivent discuter. C'est d'abord une bonne chose, l'homme est d'abord sincère. Ça, c'est d'abord à féliciter et à encourager. La deuxième des choses, l'homme aime sa femme. Ça, c'est déjà quelque chose aussi à encourager. C'est-à-dire, la chose qui manque dans un couple pareil, c'est la communication. Les deux doivent communiquer. Être vrai, pas accuser l'autre, pas chercher à se justifier, pas chercher à se défendre. Mais communiquer pour trouver une solution. Je pense qu'au-delà de ça, la femme doit ajouter la patience aux vertus qu'elle a déjà. Très bien. Elle doit ajouter la patience parce qu'un homme comme celui-là, pour l'aimer vraiment, il faut être patient, communiquer avec lui et être patient pour voir quand est-ce que ce qu'on a donné comme conseil portera de fruits. Alors, deuxième sondage que j'ai fait, c'est avec une jeune dame également, elle est mariée. Elle m'a dit ceci, j'aimerais bien que mon mari me parle de sa famille avant que je ne l'épouse. Elle est déjà mariée? Oui. Elle me dit sa famille est toxique. Okay. Comment est-ce qu'elle explique? Elle dit, moi, je viens d'une famille où nous exprimons ce que nous ressentons. Quand il y a la joie, c'est la joie. On va poster la joie partout. On va manifester la joie partout. Mais quand je me marie, la famille de mon mari, j'ai comme l'impression qu'il cache tout. Même les nouvelles des mariages, il cache. Même les nouvelles, il n'aime pas que le monde ait accès à eux. Il cache. Maintenant, quand moi je vais exprimer, il me trouve bizarre. Et ça fait toujours des couacs entre moi et ma belle famille parce qu'ils ont comme l'impression que je ne suis pas comme eux. Ils aimeraient vraiment que je sois comme eux. Et moi, je ne sais pas être comme eux. Je ne sais pas. Et sa maman est problématique. Un petit problème comme ça, sa maman peut dramatiser. Alors cette femme, elle me dit, j'aimerais bien qu'avant de me marier, que mon mari me dise que sa maman est problématique. Pour moi, ça serait important. Qu'est-ce que vous pensez? Quel genre de conseil que vous donnez à ce genre de Je connais un couple. La femme aussi était comme ça, à chaque fois, réseaux sociaux. L'homme n'était pas trop réseaux sociaux. Après le mariage, la femme continue à poster tout sur Internet. Mais les deux ont eu le temps vraiment de discuter. Comme je parle, tout c'est la communication. Non, mais là, on n'est pas en train de parler de discuter. On n'est pas en train de parler. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas de problème. Le mari aime sa femme comme elle est. Mais c'est la famille du mari qui a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est leur belle-sœur. C'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est la femme doit parler à son mari. Sur quoi? Sur ce qui se passe avec sa belle-famille. Mais il va faire quoi? J'arrive, s'il vous plaît. La femme doit parler à son mari. Qui voilà, moi, je suis comme ça. Voici les problèmes que je suis en train de faire face. Qui est de garder ça dans son cœur, en fait. Après avoir discuté maintenant avec son mari et demander l'aide de son mari, elle ne doit pas chercher à parler pour se justifier encore, pour chercher à avoir raison. Vraiment qu'elle mette les émotions à côté. Qu'elle mette les émotions à côté. Enlève les organes dans l'affaire. Oui, elle doit mettre ses émotions comme les émotions à côté. Enlève les organes. Elle doit discuter avec son mari. Après avoir discuté avec son mari, c'est maintenant au niveau de son mari d'aller voir maintenant sa famille, en fait. Pour leur parler. La famille va dire, cette femme est venue nous diviser. Non, pas pour... On peut parler à quelqu'un avec la sagesse, encore avec la diplomatie. Ok. Là, maintenant, il faut utiliser la sagesse, en fait. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, par exemple, pour nous, les chrétiens, plus on grandit dans les ministères, encore dans la vie, on n'a pas besoin d'onction, on a besoin de plus de sagesse. Voilà pourquoi Salomon avait dit... Salomon n'avait pas demandé l'argent. Il avait dit au Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est-à-dire, quand on veut communiquer même avec sa famille, encore la belle famille, encore, je ne sais pas, même avec sa femme, il faut toujours utiliser la sagesse. On ne va pas aller parler à sa belle famille que non, ma femme, elle est comme ça, elle poste, pourquoi vous agissez comme ça, voilà. On peut toujours utiliser la sagesse. Que maman, par exemple, regarde, là où ma femme vient, elle est comme ça encore, elle a été éduquée comme ça. C'est ça le problème. Un peu de tolérance. C'est à l'homme d'aller voir sa famille, d'aller voir sa mère, en fait. De parler, pas pour se justifier, mais pour faire passer les messages que non, voilà, là où il est venu, un peu de patience, en fait. Nous croyons qu'avec le temps, il va changer. La dame, donc, quand je vous parlais, la dame, là, elle postait, mais aujourd'hui, la dame ne poste même plus. Plus jamais, mais elle postait, même les enfants ne postaient plus. Avant, elle était chaud sur Internet, vous n'avez aucune idée. Les deux ont eu à échanger. La patience. La patience. Et c'est à l'homme de faire ça, en fait. Et l'homme doit aller là-bas avec la diplomatie. Il ne doit pas aller... il doit protéger sa femme. Il doit protéger et sa famille et sa femme. Okay. Il doit protéger les deux côtés. Il doit être l'église au milieu du village. Mais il doit utiliser vraiment la sagesse pour essayer de résoudre les problèmes, afin que non, sa femme puisse être heureuse, en fait. Parce que la fille d'autrui, encore la femme d'autrui, ne lui avait pas épousé pour avoir des problèmes dans son foyer, en fait.
pour être dans une relation toxique. C'est maintenant à l'homme de prendre le courage et la responsabilité de résoudre les problèmes-là, de résoudre les mésententes-là. Donc, c'est à l'homme de les faire, en fait. L'homme doit parler avec son mari et le mari doit prendre la relève. Il doit avoir le temps vraiment de discuter. Oui, il doit vraiment le temps de discuter et il doit être rempli vraiment de sagesse. Si on se retrouve dans une famille toxique, une belle famille toxique, on fait quoi? Il faut d'abord les deux partenaires. Parce que vous avez doivent... dit, il y a des éléments qui sont externes et qui détruisent le mariage. Il y a des éléments internes qui détruisent le mariage. Considérons que vous aimez, vous deux. Entre le partenaire, c'est l'amour. Il communique, il n'y a pas de problème. Mais la famille toxique, qu'est-ce qu'on fait? Les deux partenaires d'abord doivent discuter. Ils sont d'accord, ils discutent, ils communiquent, il n'y a pas de souci. Mais derrière eux, il y a toute une armée de toxiques. Voilà, maintenant, c'est plus l'homme. La femme vient après. C'est l'homme qui doit prendre d'abord l'engagement d'aller voir d'abord la famille, encore la belle famille, discuter, mais avec beaucoup de sagesse. Mais si l'homme lui-même, il sait que sa famille est toxique, lui-même, c'est sa propre famille, il sait que je connais mes gens, ils sont toxiques. Je vous donne un exemple, Marlène. La famille veut, par exemple, coûte que coûte, voyager pour aller, par exemple, aux États-Unis. Et nous, on veut coûte que coûte aller aux États-Unis, à New York, Washington et tant d'autres. Et vous voulez dire à votre famille de ne pas aller à Washington, d'aller, par exemple, en France. Parce que Washington, c'est plus de 17 heures de vol. 24 heures de vol pour arriver jusque là-bas. Minimum 24 heures, 30 heures de vol. Mais vous voulez que votre famille puisse aller en France. Ici, jusqu'en France, c'est 8 à 9 heures du temps de vol, 10 heures max. Encore 14 heures, vous êtes en France. Vous n'allez pas directement aller et leur demander « Non, ne partez pas aux États-Unis, partez en France, et tout ça. » Non, il faut utiliser la sagesse. Vous pouvez leur dire, par exemple, les États-Unis, c'est bien, mais vous ne voyez pas que si vous partez en France, vous aurez l'opportunité de voir, par exemple, la Tour Eiffel. Montrer les avantages. Voilà, montrer les avantages. L'image de la communication. De la communication. Mais ceux dont on est en train de parler, ce sont des hommes qui ont la capacité de communiquer. Déjà, la communication s'apprend. Pour ceux qui ne savent pas communiquer, c'est important d'apprendre à communiquer. Parce que des personnes se sont mis d'accord ensemble. Maintenant, les deux personnes doivent se protéger vis-à-vis de l'extérieur. Belle famille, les amis et autres. Ce n'est pas la femme. Sinon, vous êtes en train de détruire votre mariage. Maman Marlène, les divorces, ça, je l'ai toujours dit. Même si cela est fait dans la paix, ça laisse toujours des cicatrices. Oui, que seul le silence connaît. Des fois, quand on est marié, des problèmes, on n'arrive pas à résoudre les problèmes. C'est quand la personne va partir, c'est à ce moment-là qu'on va réaliser qu'on a fait une bêtise. On devait peut-être se battre pour protéger sa relation. Donc, on est obligé, quand on est face à ces problèmes pareils, de faire coûte que coûte de protéger et son mari et sa femme. Il faut protéger, oui. Sinon, le jour où elle ne sera plus là, vous allez commencer à pleurer. Donc, l'homme est obligé, encore censé, avec beaucoup de sagesse, aller parler à sa famille. Si, par exemple, c'est sa mère, il peut d'abord commencer avec son père, aller voir son père. Il discute entre hommes. S'il a peur de ses parents. Non, mais il a peur comment? Mais c'est possible. Non, il ne doit pas avoir peur de son père. Papa, il y a des familles où même toi-même, dans ta propre famille, tu as peur de tes parents. Ces gens ici, tu dis, c'est moi, ta femme, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire de ton mieux pour éviter ces gens? Parce que moi-même, je ne vais pas aller les affronter. Non, là, on n'est pas vrai envers non, mais ce n'est pas une question d'être vrai. Au fait, c'est ça aussi. C'est vrai, oui, c'est être vrai. Genre, je connais mes gens. Mes sœurs, elles sont bizarres. Moi-même, je n'ai même pas leur force. S'il te plaît, fais de ton mieux, évite ces gens-là. Ok, si par exemple, vous êtes face à ce genre de problèmes, en famille, il y a peut-être votre, je ne sais pas moi, votre frère, grand frère, jeune frère, ou je ne sais pas moi qui, vous pouvez aller lui voir. Qui peut mieux vous comprendre, encore votre sœur, ou encore votre allez cousine. Trouver quelqu'un qui peut justement, vous comprendre. En fait, qui peut vous comprendre. Vous discutez avec lui, ensemble, vous faites un bloc. Donc, c'est le rôle de l'homme de protéger sa femme. C'est à l'homme de protéger sa femme. Quand il s'agit de la belle famille, c'est l'homme qui doit jouer ce rôle de protéger sa femme. Justement. Ok, parce qu'il s'agit de sa propre famille. Oui, c'est sa famille, c'est à lui de protéger. Donc, l'homme ne doit pas laisser sa femme à la merci de sa famille. Voilà. Parce que ça, même si, par exemple, Dieu revenait tout de suite là, il va poser la question à l'homme. Il a posé la question à Adam, en fait. Il ne va pas demander à sa femme, il va poser à l'homme. L'homme, la famille, pardon, ta famille. Pourquoi, par exemple, tu ne protèges pas ta famille?
c'est à l'homme d'être redevable devant Dieu, parce que c'est lui le chef de la famille. C'est lui qui doit protéger sa femme. L'homme doit jouer ce rôle de pourvoyeur émotionnel, de leader spirituel dans sa propre maison, de protecteur. Ce sont des rôles. Ce sont des rôles que l'homme doit jouer. Dans sa famille. Dans sa famille, en fait. Il doit protéger sa femme. Alors ça, c'est très important. Ce n'est pas à sa femme de se protéger, en fait. C'est à l'homme de prendre l'engagement. La femme ne doit pas développer des mécanismes de protection. C'est à l'homme de les faire. Mais au cas où l'homme est démissionnaire. Là, ça, c'est le chapitre, combien? Le chapitre 8. Tenir ou partir. Oui, il y a des cas où vous êtes dans un couple, mais tu as comme l'impression que ce monsieur, il n'est plus dans la chose. Moi, je l'ai toujours dit, partir n'est pas un échec. C'est un acte de courage. Des fois, quand vous avez tout tenté, vous avez tout essayé, ça ne marche pas, je crois que partir, c'est un acte de courage. Et quand vous avez essayé, vous avez parlé, vous avez pardonné. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Vous voyez que les mariages ici est en train de vous détruire. Partir n'est pas un échec. Mais il faut bien partir. Il faut bien partir. Il faut bien partir. Aussi, j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que la relation n'a pas marché qu'on doit devenir des ennemis. Je n'encourage pas les gens à divorcer. Le divorce n'est pas une bonne chose. Je n'encourage pas les gens à divorcer. Le divorce n'est pas une bonne chose. Mais des fois, partir, c'est un acte de courage. Plusieurs sont morts à cause de « je vais rester, je vais rester, je vais rester » et se sont retrouvés morts. Plusieurs. Partir est un acte de courage. Partir, des fois, c'est un acte de courage. Des fois. Il faut d'abord essayer. Vous avez essayé, passé par des conseillers. Vous avez tout fait, en fait. Vous avez tout fait. Et quand vous avez tout fait, il n'y a pas de changement, encore il n'y a pas de solution. Vous êtes en train de voir que non, le mariage est en train de vous épuiser, de vous détruire, en fait, émotionnellement. Vous avez perdu du poids, vous êtes devenu, je ne sais pas moi, maladive, encore maladif, souffrante l'estomac, tension, plusieurs choses. Vous voyez que non, votre vie est devenue en danger. Partir, c'est un acte de courage. Surtout quand vous êtes marié à un égoïste, quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. C'est ça qui tue les mariages. Une égoïste. C'est ça qui tue les mariages. Oui, c'est ça. L'égoïsme tue le mariage. Les divorces, la cause des divorces, c'est pas autre chose, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Moi, je veux ça, moi, tout ça. Et au finish, ça marche plus. Je pense que lorsqu'il y a un conflit dans le mariage, c'est très bien pour les deux partenaires de se mettre d'accord sur la façon de mettre leur égoïsme à côté. Que chacun mette son ego à côté et ensemble, ils développent des mécanismes pour sauver leur maison. Très bien. Oui, parce que c'est une maison qui appartient à deux. Souvent, on a comme l'impression que le foyer appartient seulement à la femme. Mais c'est très important que l'homme joue son rôle et que la femme joue son rôle. L'amour rend aveugle, les mariages ouvrent les yeux. Nous sommes avec Percy Bruno Mafolo qui nous parle de son expérience. Certainement que vous aussi, vous avez des illusions que vous avez nourries pendant votre célibat. Et une fois marié, vous avez ouvert les yeux. Partagez-nous vos retours par rapport aux faits que vous avez découverts dans les mariages et qui vous ont ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous avons parlé de son expérience. Demain, peut-être, nous pouvons parler de la vôtre. Les illusions que nous nourrissons lorsque nous sommes célibataires et les réalités que nous rencontrons dans les mariages. Certainement que vous aviez aussi des illusions que vous avez entretenues et que vous avez nourries. Et une fois mariés, vous avez découvert certaines réalités. N'hésitez pas à nous les partager via nos plateformes. Écrivez-nous. Nous avons besoin d'avoir vos nouvelles d'ici là. Prenez soin de vous. C'était Virgule Podcast dans cette émission des Masolo Time. Virgule Griff Yambuka.